Mesdames et messieurs, il y a donc 50 ans, le 15 octobre 69, les premiers consultants sont accueillis dans ce bâtiment, dont la construction d'ailleurs n'était pas totalement achevée. Cela peut paraître étonnant vu d'aujourd'hui, mais cet empressement à mettre en mouvement ce formidable outil était probablement dû aux péripéties qui avaient précédé sa réalisation. En effet, le projet de mettre au service des assurés sociaux un centre de médecine préventive destiné à déceler d'éventuelles affections ou fragilités cachées, à partir d'un bilan de santé approfondi, a longuement mûri. Il aura fallu beaucoup de volonté, d'énergie, de pugnacité de la part de ses pères fondateurs, dont je citerai Jacques Parizeau, Raoul Senot, Henri Poulizac, pour bâtir et mener à bien ce projet et aboutir aux résultats que nous connaissons. Le centre de médecine préventive, devenu depuis 2007 l'Union de caisses Centre de médecine préventive, célèbre aujourd'hui ses 50 ans. Et comme le disait le professeur Jean-Pierre Deschamps dans l'ouvrage réalisé à l'occasion du 40e anniversaire, le centre de médecine préventive n'est pas une institution comme les autres. Il constitue depuis 1969 une originalité dans le paysage français de la prévention et plus généralement de la santé publique. Je salue le professeur Jean-Pierre Deschamps et le remercie de sa présence aujourd'hui. Je faisais référence à l'ouvrage réalisé donc pour ce 40e anniversaire. Pour celles et ceux qui ne le possèdent pas encore, quelques exemplaires sont encore à disposition. Cet excellent document vous permettra de mieux connaître le CMP et son histoire, qu'il ne m'est pas possible de résumer dans le temps imparti. Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui beaucoup parler de prévention et de promotion de la santé, ou de promotion de la santé. Ces sujets apparaissent maintenant comme des évidences, mais il aura fallu quand même quelques années, voire des décennies, pour changer de paradigme en matière de santé. Certes, beaucoup d'actions ou de programmes de prévention ont été menés dans ce pays. La vaccination, qui a permis d'éradiquer plusieurs maladies, mais qui, au passage, trouve encore des détracteurs. Les campagnes et programmes de dépistage, des examens de santé, etc. Il s'agit bien sûr d'actes de prévention qui ont sans aucun doute contribué à augmenter l'espérance de vie des populations. Mais notre système de soins et de santé s'est longtemps appuyé sur la dimension curative. Il y a donc lieu aujourd'hui de se réjouir que la stratégie nationale de santé ait fait de la prévention un axe prioritaire. Car si le système de santé français a contribué à l'amélioration des niveaux moyens de santé, je viens de le dire, les inégalités dans ce domaine demeurent fortes. Elles s'observent dès le plus jeune âge et se constatent à travers de nombreux indicateurs de santé, en particulier l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé parmi les populations les plus défavorisées. Les maladies chroniques, davantage que les pathologies aiguës, sont au cœur de ces inégalités. Vous le savez, les populations en situation de précarité sont les plus vulnérables et les plus exposées aux facteurs de risque, notamment environnementaux. On sait que, face à certains facteurs dangereux pour la santé, les inégalités sociales sont très fortes et que certains comportements individuels à risque sont plus fréquents parmi les populations défavorisées. En matière de consommation d'alcool, de tabac, les habitudes alimentaires, la sédentarité, mais les conséquences sur la santé ne relèvent pas seulement de la responsabilité individuelle. D'autres déterminants sociaux de la santé interviennent au-delà de ces comportements. Ils sont aussi liés à l'environnement et bien entendu aux conditions de travail. J'y reviendrai. Évidemment, la plupart de ces aspects sont pris en compte dans l'examen de prévention en santé proposé par notre centre d'examen de santé, en particulier depuis la mise en œuvre de l'EPS rénové. EPS, je précise, examen de prévention en santé. L'EPS, même s'il est toujours accessible à l'ensemble des assurés, est destiné en priorité aux personnes éloignées du système de santé et en situation de précarité. Les personnes qui ne bénéficient pas d'un suivi médical régulier réalisé par le médecin traitant, ni des dispositifs d'offres de prévention organisés comme les dépistages de cancer par exemple, sont particulièrement ciblés. L'EPS permet donc de s'inscrire ou de se réinscrire dans un parcours de santé. Il s'adapte à l'âge, au sexe, aux risques ainsi qu'au suivi médical habituel des assurés. Il prend en compte les difficultés d'accès aux soins et à la prévention. Au cours de l'examen médical et des entretiens, de nombreuses thématiques sont abordées en fonction de l'âge, des facteurs de risque de l'assuré, ainsi que de ses préoccupations. Les thèmes addiction, bien-être, vie affective et sexuelle, activité physique
etc., font partie de l'EPS pour les jeunes de 16 à 25 ans. La prévention des troubles cardiovasculaires, la prévention des risques de chute et la participation au dépistage organisé du cancer font notamment partie des thématiques de l'EPS senior. En résumé, les examens de prévention en santé proposés par nos centres d'examen de santé répondent donc très largement aux attentes définies par la stratégie nationale de santé. Et puisque l'occasion m'est donnée, je me permets d'évoquer une question qui me taraude. J'ai découvert au travers d'une note interne de la Caisse nationale d'assurance maladie que dans le cadre de l'expérimentation du service national universel, les centres d'examen de santé pourraient réaliser l'examen de prévention en santé destiné aux jeunes recrues. Je les ai qualifiés comme tels. Je me réjouis de cette initiative. Toutefois, il aurait été convenu entre le ministère de la Santé et des Solidarités, la mission de préfiguration du service national et la CNAM, qu'il serait exclu en phase de généralisation que la réalisation des examens de santé individuels soit réalisée par les centres d'examen de santé de l'assurance maladie. Pourquoi cette mise à l'écart du dispositif? Puisque, comme je l'indiquais précédemment, les CES disposent des compétences pour effectuer des examens dès lors, évidemment, que les moyens leur seraient attribués. Enfin, je reviens brièvement sur le sujet des conditions de travail que j'évoquais il y a quelques instants parmi les déterminants de santé. Il ne fait aucun doute que ces conditions de travail ont un impact important sur la santé des salariés. Le dossier médical santé au travail créé il y a maintenant quelques années permet de recueillir les informations importantes et une traçabilité des expositions professionnelles. Un premier pas vient d'être franchi puisqu'à compter de juillet 2021, la médecine du travail pourra déposer des documents dans le dossier médical partagé. Mais il reste encore beaucoup de tergiversations pour que le médecin du travail puisse réellement accéder au DMP. Mieux articuler la santé au travail et la santé publique pour une meilleure prise en charge de la santé globale des travailleurs, c'est l'une des recommandations du rapport Lecoq-Forest produit en août 2018 et intitulé « Santé au travail vers un système simplifié pour une prévention renforcée ». Avant de conclure, puisque le temps est court, et puisque, je le rappelle, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les 50 années de la vie de notre centre de médecine préventive, je voudrais saluer celles et ceux qui ont permis à cette institution de mener à bien les missions pour lesquelles il a été créé. Ses fondateurs, bien sûr, je les ai cités au début de mon intervention, les conseils d'administration et les dirigeants successifs qui ont eu parfois à vivre des épisodes compliqués. J'en profite pour saluer la présence de Mme Sylvie Mention et de M. Pascal Henrietto, qui ont dirigé cette maison il y a maintenant quelques années et que nous aurons l'occasion de retrouver à une table ronde au titre de leurs responsabilités actuelles. Mais je salue aussi et surtout l'ensemble des salariés, ceux d'aujourd'hui bien entendu, mais également ceux qui, tout au long de ces 50 années de la vie du CMP, ont consacré tout ou partie de leur engagement professionnel au service de la prévention et de la santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Michel Villaume, vous restez avec nous, bien sûr, hein, et on continue pendant ces 2 heures. Yves Laccueil, vous êtes avec nous, vous êtes arrivé ce matin, j'imagine, hein, président par intérim de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la CNAM. Merci beaucoup, madame. Madame la directrice de la promotion de la santé de l'ARS Grand Est, docteur, monsieur le président de la CRSA, monsieur le président de l'UCCMP, j'ai envie de dire du Centre de médecine préventive de Vendeuvre, parce que c'est souvent comme ça qu'on aime bien le dire. La CNAM est particulièrement et de plus en plus attachée à la prévention. Et c'est pour cette raison que je suis heureux d'être parmi vous comme président par intérim de la CNAM à la suite du décès du président Gardet. Et tout d'abord, je voudrais saluer l'engagement constant depuis 50 ans, donc des acteurs locaux et des dirigeants qui ont permis à ce centre et à ses équipes à Vendeuvre de répondre aux besoins de la population et maintenant sur un territoire plus vaste et de développer constamment de nouvelles actions de prévention. Alors, après des décennies passées à construire un système curatif, le système de santé de notre pays fait aujourd'hui face à un ensemble d'enjeux liés à des évolutions d'attente des citoyens, des possibilités technologiques qui placent la recherche d'une prévention efficace à tous les niveaux en haut de nos priorités. Je vais utiliser un raccourci qui pourrait en choquer certains, mais qui ne remet en aucune façon la qualité des professionnels de soins dont il faut souligner l'engagement. Il s'agit de passer d'un système de soins à un véritable système de santé.
S'il vaut mieux prévenir que guérir, la mise en œuvre de cet adage bien connu et très simple est en réalité très délicate. Chaque année, les comptes de santé retracent des dépenses importantes de prévention. Aux 6,2 milliards d'euros constatés pour 2018, s'ajoute une dizaine de milliards d'euros liés à des soins réalisés dans une optique préventive. Si je vais plus loin, on pourrait intégrer une part des rémunérations à la qualité qui ont été progressivement mises en place pour les professions et les établissements de santé, ainsi que pour le fonctionnement des agences qui interviennent en faveur de la prévention, la Santé publique France, Haute Autorité de la Santé. Donc les moyens mobilisés sont importants. Cela étant, j'ai tendance à penser que quand on cherche à mettre en évidence le plus possible d'actions de prévention dans toutes les dépenses de santé, c'est malheureusement parce que en réalité, il y a tout lieu de craindre que le bilan réel des actions dédiées à la prévention sur le terrain soit moins flatteur. Et ça rend d'autant plus estimable et appréciable l'action du centre de Vendeuvre. Alors, les leviers de la prévention, ils sont à l'image des risques d'une très, très grande diversité. Les centres d'examen de santé de l'assurance maladie, bien sûr, mais la médecine du travail, ça a été rappelé, la protection materno-infantile, la médecine scolaire également, les campagnes d'information et de sensibilisation menées par les pouvoirs publics sur les thèmes qui vont du bien manger à la prévention des pathologies diverses, les vaccinations, le soutien à de nombreuses associations qui œuvrent dans ce champ et qui sont soutenues par l'assurance maladie et très souvent en partenariat avec les agences régionales de santé. Ainsi, au-delà des moyens mobilisés donc, et des nombreuses actions que je viens de citer, le problème est que, comme vous le savez, la prévention peine à atteindre ses cibles et à démontrer son efficience de manière immédiate. Alors, ainsi, on démontre, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que malheureusement, les personnes les plus touchées par l'obésité, je pense l'obésité infantile en particulier, qui est un sujet qui a été abordé assez régulièrement par la CNAM, mais aussi le tabac et d'autres sujets, sont celles qui affectent, les personnes qui en sont touchées sont celles qui sont plus souvent les plus défavorisées. Il y a un gradient social, comme disent les experts. Or, ce sont ces personnes-là qui sont souvent les plus difficiles à sensibiliser et à mobiliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, améliorer l'efficacité de la prévention va supposer le même effort que de développer la médecine personnalisée. Il faut atteindre la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et pour cela, il convient de résolument innover, d'expérimenter. Et l'époque de ce que les anglo-saxons, je vous prie de m'excuser de cette expression, one size fits all, c'est-à-dire la même taille pour tout le monde, je pense que ça, en matière de prévention, est un message qui est complètement dépassé. Mais dans un pays qui aime bien les règles, les lois, et où on a un attachement viscéral à l'égalité, s'adapter et s'ajuster n'est pas un phénomène aussi naturel. Et donc, pour nous y aider, et je crois que ça sera des initiatives qui se développent, les moyens technologiques permettent aujourd'hui d'envisager les choses différemment. C'est ainsi que grâce au croisement de nombreuses données, il sera possible demain de mieux comprendre la situation d'une personne, d'anticiper sa trajectoire de santé. La CNAM utilise d'ores et déjà des outils de cartographie des risques et des dispositifs de segmentation de ces publics. Vous avez vu la récente action qui a été lancée en direction des jeunes. Demain, le traitement des données permettra d'aller beaucoup plus loin dans l'anticipation des problèmes essentiels tels que l'iatrogénie, la détection de mauvaises pratiques et même peut-être jusqu'au calcul du niveau de risque au niveau d'une personne. Alors, vous voyez bien que derrière tout ça, il y a des enjeux éthiques qui peuvent devenir très vertigineux et inquiétants dans ce domaine. Je tiens à souligner que le Conseil de la CNAM porte un grand intérêt à la prévention. Une de ses commissions est même spécifiquement dédiée à ce sujet. Le Conseil de la CNAM, on y viendra peut-être tout à l'heure dans une table ronde, est également très favorable dans son ensemble à cette vision pluriannuelle qui, incidemment, donnera une place accrue à la prévention, mais qui permettra de mieux construire dans la durée et moins dans la pourtant nécessaire pression budgétaire annuelle. Nous suivons notamment l'évolution et votons le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire, ainsi que le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins. Et puis, comme je le disais, la CNAM intervient de nombreuses fois pendant les présentations et présente ses études sur des cohortes, ainsi que sur des programmes de prévention, dernièrement du diabète. Donc c'est un domaine dans lequel la CNAM est également très actif.
Alors, je voudrais vous remercier plus particulièrement parce qu'il se pourrait bien que quand j'étais enfant à Thionville, il y a quelques années, j'ai pu bénéficier peut-être des services de ce centre ou de ces équipes aujourd'hui. Donc, je les remercie avec un peu de retard. Je vous prie de m'en excuser. J'invite aussi notre journaliste à ne pas fumer, puisque sinon vous seriez très déçus qu'on ne le fasse pas. Et je vous remercie. Non, non, mais j'ai arrêté de fumer. Je bois encore un petit peu des fois parce que c'est quand même bien agréable. Madame Annick Dieterling, docteur Annick Dieterling, si vous voulez bien maintenant conclure ses premiers discours avant qu'on attaque les tables rondes. Bien, Madame, Monsieur et chers confrères, au nom du directeur général de l'ARS qui est empêché, je tiens à remercier les organisateurs d'avoir convié l'Agence régionale de santé à cette manifestation, qui est quand même l'occasion de rappeler, mais ça a déjà été fait, que le CMP est né en 69 sous l'impulsion du doyen Jacques Parizeau, qui, je pense qu'on peut le dire, est le père de la médecine préventive. Vous le savez, la santé est devenue la première préoccupation, avant l'emploi, des Français, qui sont légitimement attachés à un système de santé, de qualité et solidaire. Mais vous n'ignorez pas que notre système de santé doit faire face à des défis majeurs, lesquels sont particulièrement marqués dans notre région. Le vieillissement de la population, puisqu'à l'horizon 2030, un quart de la population sera âgée de plus de 65 ans. L'augmentation importante de la prévalence des maladies chroniques, notamment des maladies cardio-neurovasculaires, mais également des cancers qu'on classe maintenant dans les maladies chroniques, qui représentent quand même les 2 premières causes de mortalité de notre région, mais également les maladies respiratoires en Grand Est, le diabète et l'obésité. Une mortalité prématurée, c'est-à-dire une mortalité qui survient avant 65 ans, qui est importante et dont on considère que 40% est évitable. Évitable car liée à des environnements ou des comportements à risque sur lesquels il serait possible d'agir. D'autres avant moi l'ont dit, des inégalités de santé territoriales et sociales majeures. Et une densité de professionnels de santé, notamment une densité médicale, inférieure à la moyenne nationale, avec, qui plus est, des disparités territoriales à l'origine de problèmes d'accès aux soins de plus en plus prégnants, notamment dans certains territoires. Ce sont ces défis qui nous appartient tous ensemble de relever. Mais la question, c'est comment ? Je pense utile de rappeler que la santé publique se présente comme une approche collective de protection de la santé, aux composantes multiples, non seulement en raison de l'âge et du sexe, mais encore des modes de vie, des facteurs environnementaux, on l'a dit, des facteurs, des activités professionnelles, ça a été dit aussi, mais également des niveaux d'éducation, des niveaux d'information, le lien social. Toutes ces composantes que l'on qualifie de déterminants de la santé. Vous avez sûrement entendu ces termes. De ce fait, la santé publique va identifier des groupes, des personnes que l'on considère comme vulnérables, fragiles, dont la santé est plus menacée. La priorité nécessairement accordée aux populations les plus exposées aux maladies et aux accidents et à leurs déterminants constitue un axe structurant des politiques de santé publique et doit constituer une dimension à part entière de l'action publique. Si on ne peut agir sur certains déterminants de la santé, on l'a vu, le sexe, l'âge, l'hérédité, à ce jour, on n'est pas capable d'agir dessus. Il est possible d'intervenir sur un certain nombre d'autres, en particulier, donc on l'a dit, les déterminants environnementaux, les déterminants personnels et les déterminants sociaux et économiques. Je ne les citerai pas tous. Vous l'avez donc bien compris, la santé publique va bien au-delà des limites du système de santé. L'action sur les déterminants de santé relève de l'action de nombreuses institutions qui sont partenaires de l'Agence régionale de santé, mais également des collectivités territoriales et des acteurs économiques. D'où la nécessité, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, de développer ou de conforter ce qu'on a coutume d'appeler les partenariats intersectoriels. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, afin de privilégier cette approche transversale et multisectorielle de tous ces enjeux sanitaires. Même si ce travail intersectoriel est délicat et se heurte parfois
à la complexité des contextes sur le terrain, à certains clivages professionnels et institutionnels, à des conflits de compétences, il est indispensable à la déclinaison territoriale de la politique nationale de promotion de la santé et de prévention, qui est, ça a été rappelé, un des axes prioritaires de la stratégie nationale de santé et qui est au cœur du plan national de santé publique que l'on appelle priorité prévention. L'UCCMP est à ce titre un partenaire de l'ARS et intervient sur différents champs, je pense que c'est utile de le rappeler, dans le champ de la vaccination, dans le champ de la prévention de la lutte contre les IST, les hépatites et le VIH, la lutte contre la tuberculose, mais également la lutte contre le tabac par les consultations d'aide au sevrage tabagique et l'éducation thérapeutique du patient, puisque la CNAM est porteuse de programmes d'éducation thérapeutique du patient qui font partie de la prévention. C'est la prévention tertiaire, mais ça fait partie de la prévention. Je conclurai simplement en formant le vœu que l'on cesse d'opposer la démarche préventive à la démarche curative, c'est-à-dire la prévention et le système de soins, mais qu'on s'ingénie au contraire à faire ressortir les complémentarités des deux pratiques. Et c'est tout le sens de l'approche parcours qui a été retenue dans le projet régional de santé de l'ARS, parcours qui est basé sur un continuum, prévention, soins, accompagnement. Et la réussite de ces parcours repose sur la participation et l'implication des patients et des usagers, sur l'intervention efficace et coordonnée des acteurs du système de soins, des services et établissements sociaux et médico-sociaux, des collectivités locales, des autres services de l'État et des organismes de protection sociale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Le décor est posé. Nous allons donc pouvoir commencer à débattre et à échanger autour de cette première table ronde, autour des enjeux de la prévention. Si les uns et les autres veulent bien venir nous rejoindre, je suppose que Carole Grandjean est peut-être en route et elle va nous rejoindre. On va commencer sans elle. Yves Laccueil, Madame Annick Dieterling, Hubert Atnon et Saïd Oumedour, si vous voulez bien effectivement nous rejoindre pour... mettez-vous là, si vous voulez bien. Et nous mettrons... Est-ce que vous avez chacun un micro? Oui. On va laisser le dernier ici. Alors, eh bien, on interrogera bien sûr Carole Grandjean quand elle nous rejoindra sur comment défendre la prévention au niveau de l'Assemblée nationale et quelle est aussi la politique aujourd'hui en France. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit un petit peu avec vous, Yves Laccueil, puisque vous êtes vice-président de la CNAM et qu'à ce titre, vous votez les budgets relatifs aux actions de la prévention de l'assurance maladie. Quelles sont aujourd'hui les principales orientations stratégiques qui sont impulsées ? J'ai 1h30 là pour parler des principales. Non, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, dans toutes ces orientations, il y a une multitude d'actions de soutien et vous l'avez évoqué, docteur, tout à l'heure, les partenariats, il faut soutenir et surtout ne pas opposer. Donc, ce sera bien sûr le Fonds national de prévention, d'éducation, d'information sanitaire, le FNPUIS. Ce sont des sommes importantes, hein, c'est 380 millions d'euros. Donc, ce sont des sommes qui donnent quelquefois le vertige. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont soutenues et qui sont financées sur la vaccination, la prévention bucco-dentaire, la contraception d'urgence, etc. Je ne vais pas revenir sur tous ces sujets-là. Et puis, le Fonds national de lutte contre le tabac. Ce sont également des sommes très importantes. Pour les citer et donner, je suis désolé, je ne vais pas donner de chiffres, mais 120 millions d'euros, c'est quand même pour une façon de dire, ce sont des sujets qui sont importants. Et puis, il y a un certain nombre de documents et d'actions de la CNAM et dans ces priorités qui sont importantes, parce que je rappelle que la CNAM fait des propositions tous les ans, début juillet, des propositions dans le rapport qu'on appelle charges des produits, que je vous invite à lire, qui est vraiment un document d'une très grande richesse, dans lequel on identifie des pistes d'action qui auront pour objet d'être reprises dans le PLFSS et d'infléchir, en améliorant l'efficacité du système de santé, la trajectoire naturelle des dépenses. Et on voit bien que dans ce rapport de charges et produits, il y a énormément de sujets qui sont traités, qui sont abordés. On a parlé d'obésité infantile, on parle du tabac, on parle de toute une série de ces sujets-là. Et puis... donc la somme des actions qui est menée, je crois qu'il faut aussi l'évoquer, il y a cette continuité, et vous l'avez dit docteur, je crois que c'est une idée importante. Un des grands enjeux que nous avons eu ces derniers temps était l'accès aux soins. Mais l'accès aux soins, c'est une façon de dire entre une logique de prévention et puis le moment où il y a quelque chose qui s'amorce.
à partir du moment où on peut rapidement intervenir, eh bien finalement, on n'est peut-être plus tout à fait dans la prévention, mais on a dans une action de soins qui a du sens. J'ai envie de dire, je me souviens d'un patron qui me disait, en cas d'un incendie, soit c'est entre le pouce et l'index, ou avec 12 camions échelle, c'est vous qui choisissez. Et je crois que la prévention et la santé, je ne vais pas vous d'ailleurs opposer l'un et l'autre. Quand j'ai dit la santé, c'est pour englober plus globalement ça. Donc la CNAM consacre plusieurs centaines de millions d'euros sur ces sujets. Est-ce que c'est qu'une question d'argent? Il y a aussi une question de vision, quand même, de priorité. Alors, il se trouve que très clairement, quand on me met sur ce sujet, ce n'est pas une question, moi j'ai la conviction que ce n'est pas une question d'argent, de moyens, c'est une question d'allocation de moyens au bon endroit et peut-être d'accepter de remettre en cause un certain nombre de choses. Le grand enjeu de la santé, si on se le dit quand même, c'est que on parle, je ne veux pas mettre de polémique, et puis Madame la députée n'est pas là, mais on parle du fameux ONDAM de dépenses. Mais quand on dépense 2,4, 2,5% et qu'on dit, ah, avec le vieillissement de la population, ça pourrait être plus. Quand vous avez un PIB qui progresse d'à peine la moitié, on a un problème de soutenabilité à terme. Donc si on veut se payer la santé de demain avec ces technologies, avec des médicaments innovants, avec tous ces sujets-là, il faut qu'on soit efficace. Et la prévention est un gisement énorme. Ce sont les 40%, les 30% d'actes pertinents ou non pertinents qu'évoquait la ministre. Je ne sais pas de combien ils sont, mais en tout état de cause, tout ce qui peut être fait dans la prévention va nous permettre de nous, entre guillemets, de nous payer collectivement la santé de demain. Et donc, c'est très essentiel. Monsieur Saïdou Médour, vous êtes le responsable de la prévention et de la promotion de la santé à la CNAM. Alors, je ne sais pas si on revient sur les principales actions de la CNAM en prévention santé. On revient sur ce que vous voulez. Je voulais d'abord remercier le président et le directeur de l'UCCMP pour leur invitation, leur dire au nom de Nicolas Revel toute l'importance que la Caisse nationale de l'assurance maladie attache à l'activité des centres d'examen de santé, remercier les personnels administratifs, médicaux, paramédicaux qui œuvrent tous les jours pour accueillir ces personnes. Je suis d'autant plus ravi d'être ici que je suis nancéen moi-même, que j'y ai vécu 30 ans et que j'ai connu moi aussi l'UCCMP à l'époque, quand j'étais enfant en famille. Et j'ai le souvenir d'une journée, toute une journée à l'époque, où j'ai le souvenir de toute une série de professionnels de santé. Je me disais, mais ils sont vraiment très nombreux, c'est très riche ce centre. D'habitude, on voyait son médecin de famille. Et effectivement, on voyait un dentiste, un médecin, on avait un certain nombre d'examens réalisés. Et puis on revenait pour discuter. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais surtout dit qu'il fallait que je me brosse bien les dents. Mais voilà, toutes sortes de conseils qui me semblent importants de rappeler. Enfin, la prévention, ça commence dès le plus jeune âge. C'est une action qui doit être menée tout au long de la vie. Et je dirais qu'on devrait tous être conscients qu'effectivement, c'est d'abord culturel avant d'être une question de moyens. C'est peut-être la problématique à laquelle la France est le plus confrontée, c'est qu'effectivement, on avait plutôt tendance à soigner, à chercher à soigner, et c'est tout à fait bien de soigner les personnes qui sont malades. Donc ce qui est important, c'est que tous les acteurs à tous les niveaux, qu'ils soient d'ailleurs médicaux ou paramédicaux, des acteurs sociaux, médico-sociaux, intègrent dans leur démarche une approche préventive. Ça peut être dans les EHPAD, pour les personnes plus âgées, mais ça peut être aussi dans les écoles. Ce qu'on peut aussi souligner, et la CNAM y a beaucoup contribué, c'est l'idée que dès le plus jeune âge, des actions de sensibilisation, d'acquisition de compétences psychosociales permettent à nos concitoyens les plus jeunes de prendre conscience qu'ils ont un capital santé et qu'il faut le préserver. On peut donner un exemple, le MT-DAN, qui est une action phare de l'assurance maladie, pour laquelle les centres d'examen de santé interviennent avec une partie de consultation bucco-dentaire et en font la promotion auprès des familles. Commencé à 6 ans, le programme vient d'être étendu à la tranche d'âge des 3 ans. C'est important, pourquoi ? Parce que dès la dentition de lait, la première dentition, eh bien, si l'indice carieux est important, il est d'autant plus important dans les populations défavorisées, c'est vrai, eh bien, on a un capital santé bucco-dentaire qui sera fortement altéré pour la suite de la vie. C'est un examen de prévention qui est offert par l'assurance maladie, donc qui est pris en charge à 100%, évidemment pas gratuit. Les soins consécutifs éventuels sont aussi pris en charge à 100%. Et on touche, à travers ce programme, de 3 à 24 ans aujourd'hui, donc tous les 3 ans, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de jeunes. Et je pense que cette démarche d'acquisition, de se dire, il faut que je me mette dans une approche préventive
tout au long de la vie et qu'à certains moments, à la fois, j'aille voir mon médecin, même si je suis en bonne santé, finalement, pour faire un certain nombre de contrôles, le calendrier vaccinal, mais aussi parler addiction, parler prévention du surpoids, ou en tout cas nutrition, activité physique. Ce sont des choses qui, en France, sont en train d'évoluer, à la fois à travers la formation des professionnels de santé, mais aussi je dirais, auprès du grand public. Et les institutions comme les centres d'examen de santé ont vocation à œuvrer en ce sens-là. Et je pense que c'est une de leurs principales qualités. Ce que j'entends dans votre discours, vous dites on a du mal en France, c'est-à-dire que ce sont les acteurs de la prévention qui doivent se remettre en cause, ou les Français aussi avec Non, du mal non, à passer quelques messages. je dirais que c'est une action collective, ça a été rappelé tout à l'heure. Ça passe par une prise de conscience collective, c'est à l'école. D'ailleurs, nos équipes de CEPAM interviennent ou font intervenir des prestataires dans les classes primaires des CP, dans les zones défavorisées, pour faire de la prévention bucco-dentaire. C'est avec l'éducation nationale. L'idée, c'est vraiment, dans tous les lieux où c'est pertinent de parler de ces questions, faire prendre conscience à nos concitoyens que, d'une certaine manière, on est en partie responsable de son état de santé. Évidemment, avec l'accompagnement des personnels médicaux et qui, je crois, de plus en plus seront amenés à œuvrer dans le champ de la prévention. C'est d'ailleurs le service sanitaire a vocation à amener les étudiants de médecine et d'autres études, d'ailleurs médicales ou paramédicales, à aller intervenir dans des écoles ou d'autres lieux, pourquoi pas dans les centres d'examen de santé, à terme, pour venir porter un discours de prévention, apprendre ce que c'est qu'aussi la prévention et la santé publique. Et je crois que c'est une dimension importante qui issue d'une décision politique qui est la stratégie nationale de santé, sa déclinaison par le plan national de santé publique, qui était un grand plan national de priorité donné à la prévention avec des moyens, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Donc sur les 380 millions dont évoqués par le président, 150 millions sont destinés au financement des centres d'examen de santé. Donc c'est une part importante du Fonds national de prévention de la Caisse nationale d'assurance maladie, auquel vient de s'ajouter le fonds de lutte contre le tabac, qui est devenu le fonds de lutte contre les addictions, 120 millions pour lesquels un certain nombre de millions, sans rentrer dans les détails, vont être affectés au centre d'examen de santé pour renforcer leur action de lutte contre le tabac et les addictions. Donc on voit qu'on a à la fois des moyens, mais aussi des priorités politiques qui, à mon sens, parce qu'on a des compétences en France indéniables en la matière, devraient permettre, et ça commence à donner d'ailleurs des résultats. Si on regarde le tabac, on a pour la première fois une baisse de la prévalence du tabagisme dans la population française, plus d'1 million de personnes depuis 2017. Ça ne touche pas encore toutes les tranches d'âge. Le tabagisme continue à augmenter chez les femmes en France, contrairement à d'autres pays qui avaient commencé à œuvrer dans le champ de ces politiques un peu plus tôt que nous. Bien. Justement, parler de politique, Carole Grandjean, vous qui êtes au cœur du système parlementaire, comment la prévention est défendue à l'Assemblée nationale ? Mais je crois que, bonjour à tous et à tous, toutes mes excuses pour ce retard. Je crois qu'effectivement, beaucoup de choses ont été dites. C'est au cœur des politiques publiques en matière de santé souhaitées. On considère que c'est un volet à part entière des politiques de santé que nous souhaitons prévoir, évidemment, dans leur plan d'action, mais également dans leur processus budgétaire. On est en plein dedans à l'Assemblée nationale. Enfin, on va être à nouveau dedans à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Donc on est évidemment très conscient qu'on est sur un processus d'évolution des mentalités, et vous l'avez fort bien dit, c'est progressif, ça a été mené depuis quelques années, hein, donc on a déjà avancé sur ces sujets, c'est très bien. Il nous faut, je crois, maintenant mettre les moyens en face, et aussi les moyens d'évaluation pour qu'on soit en processus d'amélioration continue, et je crois qu'il faut qu'on soit clair sur l'idée que la prévention fait partie intégrante du métier de soignant, parce que la maladie évitée est évidemment un rôle de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble. Donc beaucoup de choses ont été dites, mais les 20 examens médicaux obligatoires jusqu'à 16 ans, c'est un axe extrêmement important. On a une précarité des enfants en France, je parle en termes de moyens socio-économiques, qui fait qu'on a une vraie
responsabilité aussi à être très attachés dans nos politiques publiques de santé sur la prise en charge de leurs soins et la prévention de celles-ci. On parlait du dentaire, de l'obésité, etc. Tous ces aspects-là sont extrêmement importants. Le plan de lutte contre le tabac l'est également, avec quelques regrets en effet que les femmes soient de plus en plus concernées. La contraception également est un sujet qui nous paraît être extrêmement important, avec la prise en charge des moyens de contraception des 15 ans, enfin des mineurs en fait, maintenant des mineurs, parce qu'ils peuvent même moins de 15 ans. Donc on est vraiment sur l'idée que, et la vaccination qui a fait beaucoup de débats dans la société, nous paraît être un axe essentiel pour favoriser une démarche de co-responsabilité avec le citoyen qui a déjà été engagé. Il ne faut pas minimiser ce qui a déjà été fait, mais on souhaite évidemment accentuer ce processus-là. Mais je crois qu'on a un vrai partenariat et une vraie adhésion de l'ensemble des acteurs. Et donc reste maintenant à convaincre l'ensemble de la population de prendre soin d'eux, en fait. C'est ça. Et avec les acteurs de santé, là, comment se font les échanges? Sont très réguliers? Comment il y a des groupes de travail? Alors oui, et avec le gouvernement, avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn bien sûr, et avec les responsables budgétaires, notamment avec Olivier Raon, rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Thomas Meignet, député de Charente. Donc on a quelques acteurs qui sont très engagés sur ce sujet, qui sont d'ailleurs eux-mêmes de profession médicale, on peut le dire, donc avec une vraie sensibilité sur comment est-ce qu'on peut articuler politique publique de santé et effectivement, et exercice, j'ai envie de dire, de la profession médicale. Et donc on a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. On a souhaité poser un amendement là dans le cadre du PLFSS qui a été retenu sur un retour finalement qui nous est fait sur les politiques de santé en matière de prévention, pour nous donner une meilleure visibilité sur la politique menée et les résultats obtenus donc par l'État et les organismes, enfin tous les acteurs de la santé sur le territoire. Et c'est effectivement pour nous à part entière un sujet dans la politique de santé. Annick Dieterling, si vous voulez bien, avec vous, on va un petit peu focaliser sur le Grand Est, puisque vous êtes directrice de la promotion de la santé, de la prévention et de la santé environnementale à l'ARS de Grand Est. Est-ce qu'il y a des orientations stratégiques spécifiques chez nous? Alors, spécifiques, en région Grand Est, il y a quelques spécificités. Néanmoins, on retrouve les mêmes priorités qu'au niveau national. Et au regard de l'état des lieux qui a été fait, les grandes priorités de la région sont les suivantes. Donc, tout d'abord, la prévention des cancers. Je vous l'ai dit, c'est la première cause de mortalité, première cause de mortalité en Grand Est. Donc, c'est 28% des décès, c'est 14 000 décès par an. Voilà, donc il y a la prévention primaire. Donc là, c'est effectivement des actions sur les comportements, mais également sur les environnements et les modes de vie. Donc sur toutes les actions sur la lutte contre le tabac, la lutte contre l'alcool, dont on parle peu. Néanmoins, je pense qu'il faut en parler. C'est la promotion d'alimentation favorable, la lutte contre la sédentarité ou la promotion de l'activité physique. Tout dépend comment on se place. C'est l'action sur les polluants de l'air, sur toutes les toxiques phytosanitaires. Donc ça, c'est la prévention primaire. Ensuite, la prévention secondaire, c'est le dépistage. Et là, vous savez que donc on cofinance, donc ARS et Assurance Maladie, les programmes de dépistage de 3 cancers, cancer du côlon, cancer du sein et cancer colorectal. Donc là, c'est très important aussi. Deuxième cause de mortalité dans la région, ce sont les maladies cardio-neurovasculaires. Donc là, c'est 25% des décès. Donc là, c'est pareil, la prévention primaire va porter sur des actions sur les facteurs de risque. Donc pareil, le tabac, la sédentarité, mais également le stress et l'obésité. Donc voilà, une pathologie peut être le facteur de risque d'une autre pathologie. C'est tout le challenge. Ensuite, on a une spécificité, c'est ce qu'on appelle la BPCO, la bronchite chronique dans le langage courant, ou la bronchopneumopathie chronique obstructive. Enfin voilà. Donc, ce sont les gens qui toussent et qui crachent. Et généralement, 80% le matin, dans 80% des cas, c'est lié au tabac. Donc, pareil, des actions contre le tabac. Donc, soit on empêche l'entrée dans le tabagisme, notamment chez les jeunes, soit on aide ceux qui fument, on les aide à s'arrêter. Voilà.
Ensuite, on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est particulièrement vrai en région Grand Est. On essaie de lutter contre le surpoids et l'obésité, mais également, qui font d'ailleurs le lit du diabète de type 2. Donc on a un certain nombre d'actions, en particulier une expérimentation en cours sur le dépistage du diabète de type 2, qui est quand même ignoré. On considère en Grand Est chez à peu près 40 000 personnes, c'est-à-dire qu'on a 42 000 personnes en Grand Est qui sont diabétiques et qui ne le savent pas, donc ils ne sont pas traités. Ensuite, donc on a un axe bien évidemment sur les maladies infectieuses à couverture vaccinale. Donc c'est la mise en œuvre de la vaccination obligatoire, mais ça c'est pas l'ARS qui est proprement parlé responsable de cela. Par contre, on a des expérimentations de rattrapage vaccinal en milieu scolaire, là avec l'aide justement de l'UCCMP, parce que là on a une clientèle, si je puis dire, captive en milieu scolaire, et qu'on se rend compte que c'est effectivement très efficace, puisque à peu près 50% des carnets de santé, enfin des carnets de vaccination, qui ne sont pas à jour. Et donc le rattrapage vaccinal, la vaccination, en tout cas l'examen du carnet de vaccination, et ensuite un retour aux parents pour leur dire attention, votre gamin n'est pas à jour sur telle et telle vaccination, allez chez votre médecin traitant ou éventuellement revenez à l'école et vous serez vacciné gratuitement, ça marche. Voilà. Donc, et puis, donc, il y a la promotion de la vaccination contre la grippe en établissement d'hébergement pour personnes âgées, mais également, et ça c'est une initiative de l'assurance maladie, et notamment dans les Vosges, donc dans les établissements sanitaires. Et puis, la région Grand Est a été retenue dans le cadre de l'expérimentation de la promotion de la vaccination HPV, en tout cas l'incitation des professionnels à mieux recourir à la vaccination contre le papillomavirus, qui est donc chez les jeunes filles entre 11 et 14 ans. Ensuite, on l'a dit, la prévention des conduites addictives, mais donc le tabac, l'alcool et autres substances. La promotion de la santé bucco-dentaire. Et là, on s'articule avec l'assurance maladie, justement, puisqu'en fait, on finançait le FSBD, mais l'assurance maladie le finance aussi. Donc là, il y a une articulation qui est nécessaire. Un axe important pour nous, c'est le développement des programmes d'éducation thérapeutique, puisque c'est l'ARS qui les autorise et qui les finance, même si l'assurance maladie a également des financements propres pour ces programmes. Et puis, un axe important sur la santé environnementale, parce que dans ma direction, il y a effectivement un département prévention, promotion de la santé et vulnérabilité, mais il y a également tout un département qui s'appelle le département de la santé environnementale, où là, alors effectivement, ce sont des ingénieurs et des techniciens qui travaillent, qui ont des missions régaliennes, qui sont dans le Code de la santé publique, mais également toute une partie d'actions qui sont mises en œuvre sur la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'habitat, puisqu'un habitat indigne peut devenir insalubre avec donc des conséquences sur la santé des occupants. On a des actions sur la réduction des risques auditifs chez les jeunes. Vous savez que les jeunes écoutent beaucoup de musique amplifiée, donc il y a des actions qui sont portées. Il y a des actions de sensibilisation sur quelque chose qui est à la mode, les perturbateurs endocriniens. Voilà. Et puis, on promeut dans le cadre de l'environnement intérieur, de l'habitat, l'intervention de conseillers en environnement intérieur qui peuvent être donc mobilisés suite à prescription de médecins, notamment des allergologues ou des pneumologues, et qui interviennent donc dans l'habitat pour trouver éventuellement la source soit d'un problème allergique, respiratoire, voire dermato. Ça, ce sont les priorités Grand Est, santé. Par contre, on a des priorités en termes de public. Voilà, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nos publics prioritaires, ce sont les enfants et les jeunes. Puisque ça a été dit, les inégalités se creusent dès le plus jeune âge. Donc c'est déjà, lorsque la femme est enceinte, c'est l'accompagnement à la parentalité, et ensuite sont les actions auprès des enfants et des jeunes, et notamment, ça a été dit aussi, le développement des compétences psychosociales, qui est un axe très important,
qui va être porté par l'Agence régionale de santé. Et deuxième public cible prioritaire, ce sont ce qu'on appelle les publics en situation de vulnérabilité, et notamment socio-économiques. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Attenon, vous êtes le président de la CRSA, autrement dit un petit peu le Parlement régional de la santé. Quel est le poids de la commission de la prévention sur les décisions qui sont prises par l'ARS en matière de prévention? Alors, je pense que son poids n'est pas négligeable. C'est la discussion que j'avais tout à l'heure avec Madame Dieterlin. À force de dire des choses aux directeurs successifs de l'ARS, en particulier sur l'importance de la prévention et de l'éducation sanitaire, l'éducation à la santé, le budget quand même consacré à la prévention a sensiblement augmenté. Alors, est-ce que c'est nous qui étions précurseurs, je ne sais pas, mais je le pense quand même. Mais bon, on a été quand même aidés parce qu'on a peut-être su convaincre les directeurs qu'il fallait effectivement reconnaître. D'ailleurs, le directeur actuel, dans page 13 du PRS aujourd'hui, il reconnaît la faiblesse de la prévention et de l'éducation à la santé. Donc ça veut dire que il faut passer la surmultiplier. Tout le monde, on est bien conscient que les choses ont changé. Mais il faut quand même passer la surmultiplier. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche globale. Et l'approche globale, ça veut dire que quelque part, il faut articuler les différentes politiques publiques. Le président Villaume a parlé de la santé au travail. Vous avez, Madame Dieterlin, parlé de la santé environnementale. L'ARS, c'est la santé publique. Tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même un peu en tuyau d'orgue, quelque part. Et par contre, il faudrait quand même que tout le monde s'accorde sur des choses à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas faire fi comme ça de ce qui se passe dans les entreprises, en particulier sur les cancers professionnels. On ne peut pas faire fi sur ce qui se passe dans l'environnement. Regardez ce qui s'est passé quand même à Rouen, quand même quelque part. Hein. Quand vous avez des tonnes de produits chimiques qui sont largués dans l'atmosphère, vous ne pouvez pas, à un moment donné, dire que ça n'a pas une incidence sur la santé. Peut-être à venir, hein, parce que bon, vous voyez que quand même, une politique de prévention, c'est quand même sauvegarder l'avenir. Quand même, quand on se lance là-dedans, c'est quand même pour préserver le capital humain pour l'avenir. Alors moi, ce que je dis aussi, c'est que, et c'était dit par le représentant de la Caisse nationale, une politique de prévention, c'est tout au long de la vie. C'est de la naissance à la mort. Moi, je suis aussi président de la CARSAT. On s'occupe de la prévention de la perte d'autonomie. Hein. Donc, et donc, on voit bien qu'il faut... on ne fait pas la même chose tout au début de la vie qu'à l'adolescence, qu'à l'âge adulte et après qu'à l'âge de la retraite. Par contre, moi, je constate quand même qu'il y a encore quelques trous dans la raquette, quelque part. Parce qu'on a parlé, par exemple, de la petite enfance, l'adolescence, vous en avez un petit peu parlé sur la sexualité, mais quelque part, il y a peut-être aussi des choses à faire hein, vis-à-vis des ados. Puis après, vous avez le trou. C'est-à-dire qu'à la médecine universitaire, ou je prendrai la médecine dans les établissements pénitentiaires, il y a quand même des choses à faire. C'est une population aujourd'hui où vous voyez qu'il y a très peu de prévention dans ces établissements-là, voire très peu de médecins scolaires. Hein. Je crois que, je ne sais pas, il y a des Vosgiens peut-être dans la salle, mais je pense que, je ne sais pas s'il y a encore un médecin scolaire dans les Vosges. Donc vous voyez, enclencher avec l'éducation nationale des actions de prévention, quand vous avez même plus le relais du médecin scolaire, ça devient difficile quand même. Alors moi, je dis, on ne part pas de zéro. Hein. On voit bien que les choses s'améliorent, mais je trouve que des fois, elles s'améliorent assez lentement. Merci. Quand vous parliez des 20-30 ans, effectivement, c'est ça aussi qui sont un peu... Il y a ce milieu universitaire. Après bon, c'est ce qui était dit aussi. Quand les gens commencent à travailler, on voit bien aussi, malgré l'amélioration des conditions de travail, hein, qui est quand même... vous savez, moi, je travaillais à côté, à l'INRS. On voyait bien quand même qu'on travaillait toute ma carrière, je l'ai passée à la prévention de la santé au travail. Donc, il y a quand même des choses aujourd'hui qui sont faites. Mais voilà, mais il y a encore des entreprises, malheureusement, et je le vis à la CARSAT, puisque je m'occupe aussi de la prévention qui est organisée par l'assurance maladie dans le cadre de la CARSAT. On voit bien aussi qu'il y a des entreprises vertueuses, mais il y en a qui sont moins vertueuses que d'autres. Je crois, Carole Grandjean, aussi que c'est un de vos sujets de prédilection, la prévention au travail et la santé au travail. Oui, effectivement.
On est très attentif à ce sujet. D'ailleurs, la députée Charlotte Lecoq a travaillé sur ces sujets en rendant 2 rapports, la santé au travail dans le milieu privé et dans la fonction publique. Pour nous, un enjeu énorme dans la fonction publique pour remettre à niveau finalement l'exigence de santé au travail dans la fonction publique, et là-dessus je crois que chacun a pris ses responsabilités et on est en train de mettre en place les actions nécessaires pour réévaluer l'exigence en matière de santé au travail, parce qu'on a des agents du service public qui n'ont pas eu le même cadre d'exigence que les entreprises dans le privé. Je crois qu'il faut quand même le dire. Donc c'est quand même un vrai sujet pour nous parlementaires, et en amont de tas d'autres sujets comme le vieillissement de la population, comme l'allongement de la durée de vie au travail, comme les enjeux autour des retraites. Donc tous ces mécanismes-là ont évidemment du lien, et donc il nous faut pouvoir aujourd'hui renforcer notre exigence en matière de santé au travail. Beaucoup de choses ont été faites et je crois qu'il faut vraiment le dire, mais notamment dans le privé, on a eu des politiques de lutte contre la sinistralité qui a vraiment fait ses effets. On a eu des effets très significatifs sur les accidents de travail, sur les maladies pro. Néanmoins, il nous reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'agilité à gagner. Je pense aux nouveaux risques, je pense finalement à ces carrières qui sont allongées sur des métiers parfois pénibles. Donc comment est-ce qu'on organise une meilleure lutte contre la désinsertion, si vous voulez. Donc on est en train de réfléchir à tous ces sujets. Des concertations vont être lancées. Je pense que je n'annonce rien de ce que les uns et les autres ne savent pas, mais en tout cas très, très prochainement, une concertation assez élargie avec les organisations représentatives va être lancée sur ce sujet de la santé au travail, et nous sommes extrêmement attentifs à ça. Et je vous le dis également, nous sommes 3 parlementaires à commencer à travailler sur un projet de loi qui sera aussi discuté avec les organisations syndicales dans le cadre des discussions qu'ils auront engagées avec le gouvernement. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir un vrai volet protection de la santé au travail, qui soit aussi finalement le 3e volet d'autres dispositions qu'on a prises pour libérer un peu le travail, pour organiser la réforme de la formation professionnelle. Mais le sujet de la santé au travail est un vrai pilier à part entière sur lequel on doit pouvoir travailler, et sur l'ensemble du public travailleur, je me permets juste de dire ça, quel que soit leur statut, et également les indépendants. Et on pense également à cette population-là qui est aussi assez oubliée de l'ensemble de nos politiques publiques. Oui, notamment aussi les femmes qui sont en maternité, effectivement, qui ne sont pas du tout les mêmes protections que les autres. Hubert Attenon, vous parliez tout à l'heure de la CARSAT dont vous êtes président et aussi administrateur ici. Au niveau régional, au niveau des acteurs régionaux, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire? Est-ce que ça s'articule bien? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Mieux faire, moi je crois que je rebondis sur ce que vous avez dit de la Caisse nationale. Moi, ce matin, je suis passé devant une pharmacie, j'ai vu un message, un écran défilant avec un message d'assurance maladie. J'ai dit, tiens, ils ont changé et ils ont un discours qui est différent de ce qu'on a connu. Je dis oui, mais aujourd'hui, vous avez tous dans votre poche un terminal, et je regrette, moi, par exemple, que l'assurance maladie ne mette pas, alors l'assurance maladie ou quelqu'un d'autre, alors j'en ai déjà discuté avec l'ARS de ça, c'est un peu mon dada, je dirais, aujourd'hui on a les moyens de faire connaître des messages de prévention via ces outils de communication. Alors on me dit, oui, mais si c'est le ministère de la Santé qui l'organise, les gens ils vont être réfractaires par principe parce que c'est l'État. Bon, on tac, mais ça peut être peut-être une autre structure qui est moins ciblée que l'État, qui peut organiser des messages de prévention. Alors tout à l'heure, on a parlé des ados, et là, on voit bien sur les addictions, il y a des choses à faire. Moi, je constate aussi des choses. Là, on est au mois de novembre maintenant, mais le mois dernier, on était Octobre Rose. Octobre Rose, c'est une grande manifestation. Mais le dépistage organisé, il faiblit. Ça veut dire, quelque part, je ne suis pas contre Octobre Rose, ce n'est pas mon propos, mais je me dis, il faut analyser pourquoi. Ça veut dire qu'on a peut-être banalisé Octobre Rose en manifestation. Oh, c'est bien, on met le focus sur le dépistage du cancer du sein, mais aujourd'hui,
on n'arrive plus à pénétrer les gens qui sont susceptibles de faire du dépistage. Non, mais peut-être aussi pour avoir entendu des réflexions ici, ça, à travers les différentes lectures que j'ai aussi, parfois aussi entendre parler du cancer peut avoir un effet de repousser plutôt que de vouloir se faire dépister parce qu'on peut avoir peur de l'idée. Elle disait qu'effectivement, la période d'Octobre Rose n'était pas la période la plus propice au dépistage parce que ça fait peur aux gens aussi. Oui, mais c'est aussi... on a parlé aussi du rôle des médecins, je pense qu'il y a aussi là peut-être des choses à faire avec eux pour les convaincre aussi d'inciter les gens, quand ils les voient en cabinet, de faire du dépistage. Moi, je ne sais pas, moi-même, à partir de 50 ans, mon médecin il m'a dit, écoutez, il faut que vous fassiez un petit peu quelques contrôles là, hein, maintenant. Voilà, donc... Vous pensez qu'on communique mal, qu'on communique pas assez? Moi, je pense que c'est pas une question de communication, c'est une question qu'il faut que les médecins se mettent dans une dynamique de gérer aussi de la prévention. Ils sont sur de la consultation, ils sont sur du soin, mais ils sont très peu sur... Bon, il y en a certains qui ont... Mais quelque part, quand ils voient les gens en consultation, c'est pour... vous avez un rhume, on vous soigne votre rhume, on ne vous regarde pas si vous êtes vacciné pour... Et ils laissent la prévention à l'État, en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez réagir, Carole Grandjean? Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est un vrai sujet et que c'est un peu l'enjeu de Ma Santé 2022, c'est effectivement d'organiser cette coopération, notamment avec les médecins de ville. Et c'est un vrai sujet, je crois... Globalement, il y a quand même une vraie prise de conscience des médecins également de ville sur ces sujets, mais c'est un des enjeux de Ma Santé 2022. Oui, et puis il faut du temps, ce sont d'autres consultations, ce sont d'autres façons d'aborder les patients et de travailler avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce temps, Annick Dieterling, justement, le temps que doit prendre le médecin de ville pour discuter et échanger? Est-ce qu'ils sont formés, les médecins aussi, à faire ça? Je pense que de plus en plus, notamment les nouvelles générations, vont intégrer la prévention dans leur façon de faire. Il faut reconnaître que, maintenant je suis en fin de carrière, donc on a été soigné pour le curatif, pour soigner, formé pour le curatif, pas l'aspect préventif, c'est très clair. Donc, mais il y a une évolution. Voilà. Maintenant, les médecins, on l'a dit, il y a un problème de démographie médicale. Ils ont des journées qui sont longues. Voilà, je crois que la durée moyenne de la consultation, enfin là je me tourne vers vous, mais je crois que c'est 11 minutes ou 12 minutes. Voilà, est-ce qu'en 11 minutes on a le temps de faire un check-up sur les vaccinations, les dépistages, etc. Il a un temps été évoqué une consultation de prévention à un âge clé. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être réfléchir, c'est-à-dire vraiment un temps dédié pour faire le point en fonction de son sexe, parce que les risques ne sont pas les mêmes chez une femme et chez un homme. Voilà, donc je ne sais pas où ça en est, mais je pense que c'est peut-être nécessaire. Il y a les 20 examens pour les jeunes, ça c'est une très bonne chose. Mais effectivement, la tranche d'âge, donc à partir de 25 ans jusqu'à 60, il faudrait peut-être réfléchir à un examen de prévention et réfléchir à un âge clé. À donner des rendez-vous. Yves Laccueil, vous voulez réagir? Rendez-vous. Oui. Je voulais réagir parce qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau qui est en train de se mettre en place dans notre environnement. On a parlé de l'innovation en santé, c'est le fameux article 51 pour ceux qui le connaissent, qui laisse la possibilité de faire des expérimentations sur le terrain. Je crois que c'est extrêmement important de le faire. Et Madame la députée évoquait le Ma Santé 2022 avec ce fameux projet des CPTS dont on n'a pas parlé encore. Et on voit bien que l'innovation dans la mise en place de vu ce qui se fait sur le terrain, pourrait nous conduire à voir des modèles différents. En plus, quand on est un petit peu curieux et qu'on va regarder de l'autre côté de certaines frontières, vous avez par exemple des systèmes de santé qui ont mis en place des logiques d'accompagnement par le médecin traitant, j'allais dire quand on en trouve, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'allais dire de all inclusive, c'est-à-dire que vous payez un forfait à l'année pour accompagner une famille, et ce qui fait que le médecin est très mobilisé pour faire de la prévention, parce que si vous êtes un bon médecin, vos patients ne sont pas malades, ceux que vous suivez, et un mauvais médecin, sa salle d'attente est pleine. Donc, il y a des pays qui font ça parce qu'ils avaient des difficultés. Bien sûr qu'il y a une logique de santé, de soins, mais cette logique de soins n'a pas intégré, comme le disait le docteur Dieterling, les sujets de santé, de prévention. Donc, on a peut-être l'occasion, alors pour toute partie, parce qu'on peut créer des modèles un petit peu mixtes,
pessimiste, mais se dire il y a matière à expérimenter pour trouver des solutions qui feraient un petit peu bouger notre système pour le rendre plus axé sur la prévention. Justement, dans votre rôle à l'ARS, Annick Dieterling, comment vous allez soutenir des initiations territoriales? Il y a des maillages qui se font, il y a des rencontres qui doivent se faire entre des partenaires que vous allez soutenir? Alors, votre question est très large. Nous, on soutient, en tout cas ma direction, soutient les associations qui œuvrent en matière de prévention. Ça peut être aussi des professionnels de santé ou des établissements. Ce dont on vient de parler, on parle des CPTS. Effectivement, dans les CPTS, la CPTS doit élaborer un projet de santé. Dans ce projet de santé, moi je considère qu'il devrait y avoir une part importante consacrée à la prévention. Mais avec des axes et des actions qui seraient issus d'un diagnostic. Les problématiques d'un territoire ne sont pas les mêmes que dans un autre territoire. Et ça, je pense que c'est aux professionnels d'identifier les difficultés qu'ils ont. Alors, on parle beaucoup des médecins. Il y a aussi les assistants médicaux qui arrivent. Le médecin peut être déchargé d'un certain nombre de choses. L'examen du carnet de vaccination, savoir si la personne a participé au dépistage du cancer colorectal, si la femme a fait sa mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein, ça pourrait très bien être délégué. Vous avez, en Allemagne par exemple, les pédiatres ne déshabillent plus les enfants. Vous avez toute une batterie de choses qui sont faites avant que la maman arrive avec son bébé et discute avec le médecin. C'est-à-dire l'enfant est pesé, il est mesuré, donc il est déjà déshabillé, ce qui prend du temps. Il est pesé, il est mesuré, on regarde ses vaccinations, on interroge la maman sur l'alimentation et à la fin, le temps est réservé pour un véritable temps d'expertise médicale. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ces évolutions-là. Alors, ça ne relève pas de ma direction, hein. Là, c'est une observation que je vous fais à titre tout à fait personnel. Mais voilà. On parlait de relations de partenariat. Est-ce que les collectivités territoriales elles ont un rôle à jouer? Bien sûr, c'est clair. Enfin, je l'ai dit d'entrée de jeu. Hein. Donc, nous, on a des liens avec les collectivités territoriales, essentiellement dans le cadre des contrats locaux de santé. Ces contrats locaux de santé qui sont des contrats qui sont signés entre l'Agence régionale de santé et d'autres partenaires. L'assurance maladie peut tout à fait signer ces contrats locaux de santé. Les rectorats, enfin bon, tout dépend du diagnostic qui a été fait et des objectifs et des actions qui sont prévues. Après, on a aussi des liens, nous, avec les conseils départementaux et notamment avec la PMI, puisque je vous ai dit qu'une de nos priorités, c'était la santé de l'enfant, du jeune enfant et déjà de la maman. Donc voilà, les liens, et ça se fait plutôt au niveau territorial, les liens avec les rectorats. Je dis les rectorats parce que nous avons 3 rectorats en Grand Est, ce qui ne facilite pas l'articulation. Hein, voilà, donc il faut être très clair, et avec donc les services de santé scolaire. Mais vous l'avez souligné, voilà, il n'y a plus de médecin conseiller technique du recteur en Champagne-Ardenne, notamment, ce qui nous pose souci aussi. Donc voilà, des partenaires, oui, il y a plein de partenaires. Donc certains confinancent et d'autres non. Saïd Oumédour, pour l'assurance maladie, vous êtes à mi-chemin de la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, faire en matière de prévention dans les prochaines années? Beaucoup de choses. Donc dans cette convention d'objectifs et de gestion, effectivement, l'axe prévention a été valorisé comme un axe stratégique en tant qu'élément d'une stratégie globale de ce qu'on appelle la gestion du risque. La gestion du risque, ça consiste au fond à utiliser les moyens de la façon la plus efficiente possible, c'est-à-dire travailler sur la pertinence. Et la pertinence, ça concerne aussi la prévention. Donc la démarche préventive, évidemment, c'est quelque chose dont on souhaite poursuivre le développement. Alors par des outils numériques, c'est vrai, ce n'est pas la seule stratégie qu'il faut développer, mais pour certains publics, ça peut être un vecteur d'information important. Bon, le site Amélie de l'assurance maladie est un des sites les plus consultés de France, hein, donc c'est déjà un vecteur important. Le compte assuré, le DMP, donc il y a toute une stratégie numérique en santé qui est en train de se mettre en place et pour laquelle je crois que l'assurance maladie, effectivement, est un acteur central. Et, je ne sais pas pour défendre mon entreprise, mais c'est une entreprise d'intérêt général qui a vocation, et d'ailleurs les messages de santé publique sont en général, même quand ils viennent de l'État, identifiés comme venant de l'assurance maladie. Donc quand on regarde les sondages, ce n'est pas pour dire que quand ils viennent de l'État, ils sont moins bons, hein. C'est simplement qu'il y a une légitimité
du fait que cette assurance est vue comme à la fois universelle, collective et porteuse d'un certain nombre de valeurs. Donc, pour les jeunes, c'est un plan qui a été validé par le Conseil à mi-parcours de la COG, où on a finalisé un plan santé jeune qui va se déployer tout au long de l'année 2020, surtout à la rentrée 2020, à l'occasion de l'intégration des régimes étudiants au régime général, des régimes de sécurité sociale, mais pas seulement. Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, une stratégie sur les addictions, la vie sexuelle et affective, la santé mentale. Et elle aura vocation évidemment à être travaillée en partenariat fort avec les ARS sur les territoires. Bon, pour revenir au centre d'examen de santé, parce que c'est quand même aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment un laboratoire de tout ce que l'on vient d'évoquer. Parce qu'ils ont à la fois vocation à accueillir des adultes, bien sûr, en théorie à partir de l'âge de 16 ans, mais aussi des familles, puisqu'évidemment on accueille des familles quand elles souhaitent venir avec leurs enfants. Et c'est le lieu où on a souhaité développer toutes les politiques, les priorités de santé publique actuelles. Donc les dépistages organisés des cancers, évidemment, mais aussi les maladies cardiovasculaires, en tout cas la prévention des maladies cardiovasculaires, ou leur accompagnement. Et effectivement, beaucoup de nos concitoyens ignorent les difficultés que ça peut générer dans leur santé parce que leur suivi est peu ou mal réalisé. Et évidemment, toutes les dimensions qu'on vient d'évoquer sur la lutte contre les addictions, l'éducation en santé, l'éducation thérapeutique du patient. Donc vous voyez que l'offre de service est large et ça va jusqu'à l'accompagnement social, parce que ça a été une volonté forte du directeur général de la CNAM de développer la lutte contre le renoncement aux soins. Et les centres d'examen de santé, l'UCCMP comme les autres, sont les deuxièmes détecteurs des difficultés d'accès aux soins de nos concitoyens. Au sein des caisses primaires. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'on a un certain nombre de concitoyens, même quand ils travaillent et qu'ils ont une mutuelle, ont parfois des difficultés à faire face à un certain nombre de soins, ce qui a donné lieu à des négociations importantes sur le reste à charge zéro, sur l'auditif, le visuel et le dentaire, donc les prothèses dentaires. Mais au-delà de ça, des personnes renoncent à aller se faire soigner, alors qu'il existe des leviers, des moyens supplémentaires de prise en charge via l'action sanitaire et sociale. Donc on a développé des plateformes qui s'appellent FIDAS au sein des caisses primaires d'assurance maladie, et les CES contribuent fortement après l'examen de prévention en santé. Si la personne, on a trouvé chez elle des difficultés, qu'elles soient dentaires, auditives, etc., l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse être prise en charge correctement, parce que c'est un moyen d'insertion professionnelle fort. Évidemment, quand on a des difficultés pour avoir un dentier qui tienne la route, ou qu'on entend mal, et puis qu'on considère qu'on ne peut pas se payer ces choses-là, alors qu'au fond, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent de réduire à zéro le reste à charge. Bien, il faut que ces gens soient accompagnés pour retrouver une forme de dignité, parce que la santé, c'est aussi, ça y contribue, et puis poursuivre leur parcours, pas uniquement d'assurés et de patients, mais de citoyens tout court. Donc, les objectifs de la prévention pour l'assurance maladie, mais je dirais pour les pouvoirs publics au sens large, dans des lieux comme les centres d'examen de santé, on peut totalement les réaliser parce qu'il y a à la fois une approche universelle. Évidemment, c'est une offre qui est valable pour tout le monde y a droit. Elle est orientée vers les personnes précaires. Pourquoi ? Parce que c'est tout le gradient social qu'on a évoqué tout à l'heure, les difficultés à la fois de compréhension du système de soins, qui n'est pas forcément simple en France, d'accès aux médecins traitants dans certains territoires. Alors l'idée n'est pas de pallier à toutes les difficultés du système de soins dans les centres d'examen de santé, mais d'accompagner les personnes dans le parcours de soins, les suivre pour un certain nombre d'entre elles quand elles ont de réelles difficultés de soins qu'elles ignoraient, en tout cas les accompagner. Et je dirais que c'est quasiment un laboratoire, et c'est ce qui fait la force de ce dispositif, c'est que on a des résultats évidemment derrière, c'est-à-dire de prise en charge, d'accompagnement, de dépistage, d'accès au dépistage, et je dirais d'ouverture de la discussion pour des personnes qui ont du mal à parler de sujets. On parlait de l'alcool tout à l'heure, c'est très compliqué pour un médecin traitant, effectivement, en 10 minutes, un quart d'heure, d'aborder la question de l'usage, la consommation excessive d'alcool. Et voilà, je pourrais en parler longtemps de ces questions. Vous parliez de résultats, mais je voulais vous demander un bilan, peut-être, monsieur Laccueil, un petit peu. Alors, il y a des éléments d'appréciation qui sont intéressants que la CNAM sait bien faire. La CNAM fait très bien, elle a une base de données assez exceptionnelle en santé, et donc elle sait analyser des cohortes, c'est-à-dire un certain nombre de populations homogènes, et en particulier elle suit par un programme Constance les cohortes de 200 000 personnes qui ont été suivies par les centres d'examen de santé. Et on voit que ça a du sens de le faire au regard de ce que disait mon prédécesseur, puisqu'on voit bien qu'un de nos enjeux, c'est
c'est qu'aujourd'hui, les campagnes de prévention, et c'est l'Académie de médecine qui nous le dit depuis 2017 dans son rapport sur la pauvreté, sont d'autant moins efficaces que le niveau de revenu est bas. Donc il y a un vrai sujet et on peut mesurer, on peut faire des analyses assez précises pour dire finalement dans des populations où je veux dire, où le gradient social est un petit peu meilleur, voilà ce que représente la santé, et voilà là où ce que ça coûte, on sait identifier en tout cas la pertinence et l'importance de ces leviers. Après, le mesurer pour de vrai, c'est particulièrement compliqué. Je vais me permettre, puisque Madame la députée est là, je veux dire, c'est un petit peu comme la fraude. Je sais que vous avez passé beaucoup de temps sur ce sujet, qui est un sujet hautement compliqué, éminemment complexe. La fraude par nature ne se mesure pas. On essaye de mesurer l'efficacité de certains moyens. C'est extrêmement difficile. On a un certain nombre d'orientations. Et ben, les maladies que l'on n'a pas su éviter, on ne sait pas, ou que l'on a su éviter, on ne sait pas les mesurer. Donc c'est particulièrement difficile. Annick Dieterling, quelles sont les pistes de l'ARS sur les champs de prévention dans les prochaines années? Oui, les prochaines années, selon vous. Il n'y aura rien de neuf sous le soleil. On continue. On a toujours. Hein, bah oui. oui. Alors après, on pourra expérimenter un certain nombre d'interventions ou de programmes. Je pense que c'est ça qui est important. Là, actuellement, on a un programme de dépistage du diabète par les pharmaciens d'officine, parce qu'on n'a pas parlé des pharmaciens, on parle que des médecins. Mais je pense qu'il faut quand même être conscient que les pharmaciens ont réfléchi et sont déjà dans une évolution de leur mission. Ils ont intégré la nécessité d'évoluer, ce qui n'est peut-être pas le cas encore des médecins. Et en tout cas, à l'Agence régionale de santé Grand Est, on travaille très bien avec les pharmaciens. Donc, on a une expérimentation de dépistage en officine avec un protocole qui a respecté, qui a recueilli l'avis du CPP. On a également, on expérimente un dispositif de facilitation de la prescription d'activités physiques par les médecins. Voilà, c'est compliqué. Je pense que là, c'est d'autant plus compliqué qu'on nous soulève souvent le problème du financement. Donc, je pense que vous avez entendu parler. Voilà, est-ce qu'on doit financer l'activité physique ou est-ce que, en fait, on doit œuvrer pour que l'activité physique soit intégrée dans les comportements dès le plus jeune âge? Je serais plutôt favorable à cette façon de faire. Au collège, au lycée, dans l'entreprise aussi. Mais même pour le tout petit. Le tout petit, il ne faut pas le laisser dans un transat ou sur une chaise. Le tout petit doit avoir un certain nombre de minutes d'activité par jour. C'est pour lutter contre les écrans aussi, qui aujourd'hui envahissent. Ça, c'est encore autre chose, la lutte contre les écrans, qui va avec la sédentarité, qui va avec les troubles du sommeil. Enfin, tout ça est extrêmement lié. Voilà, je pense que les priorités ne seront pas... seront sensiblement les mêmes, sauf s'il y avait... Alors peut-être qu'en matière de santé environnementale, peut-être que là, on aura des évolutions, effectivement, avec l'évolution de la société. Peut-être aussi, en fonction des changements climatiques, certaines maladies vectorielles, qui actuellement sont cantonnées à certains départements, mais qui vont peut-être franchir les frontières. Voilà, bon, il y a la maladie de Lyme que tout le monde connaît, mais on ne va pas s'appesantir. Mais les grosses priorités sont celles que je vous ai citées tout à l'heure. Que l'on connaît aujourd'hui. Que l'on connaît. Avant votre conclusion, Carole Grandjean, avant vos questions aussi que vous avez peut-être envoyées par SMS et qu'on va me transmettre, Hubert Attenon, vous êtes président de la CRSA Lorraine, mais qui est devenue Grand Est. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ce maillage-là? On a changé de dimension. C'est vrai qu'avoir une vision Grand Est, c'est autre chose qu'une vision Lorraine. Non, cette région, c'est une région compliquée. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a des territoires qui sont un peu en déshérence. Moi, je le mesure aussi bien quand je participe aux conférences des financeurs avec les départements et l'ARS sur la perte d'autonomie. Voilà, on voit bien, et là, dans ce cadre-là, par exemple, nous, on s'astreint à essayer de faire des actions dans tous les cantons du territoire. Et là, l'ARS, elle a une chance. Madame Dieterling vous a parlé des contrats locaux de santé, et on a parlé des CTPS. Alors,
communauté professionnelle de territoire de santé. Je traduis parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des sigles, mais derrière, donc, ces communautés territoriales de santé, avec les contrats locaux de santé, on peut peut-être enclencher des dynamiques de prévention territoriale avec les collectivités locales. Et là, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, ça démarre bien sur les communautés professionnelles. Ça peut, dans certains territoires, ça reste en rade sur les contrats locaux de santé. Si on arrivait à mailler l'ensemble de la région Grand Est en contrats locaux de santé et en communauté professionnelle de territoire, je pense qu'on aurait fait un grand pas. Parce que là, on fait un diagnostic du territoire et après, on cherche avec les gens, des solutions de proximité. Et là, on rentre vraiment au cœur des territoires. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire ça. On doit faire ça avec les territoires. Bien. On ne peut pas construire sans les territoires. Carole Grandjean, les enjeux de la prévention, c'était l'objet de cette discussion pendant 1 heure. Il vous revient de conclure un peu ce que vous avez entendu. Vous le saviez que vous alliez conclure? Écoutez, non, je le découvre là, mais c'est un vrai plaisir de le faire. Ben, je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que c'est très important. Il y a beaucoup d'acteurs sur ces sujets. Beaucoup de choses ont été faites. Je crois qu'il ne faut pas le minimiser. Et donc aujourd'hui, c'est le rouage finalement. Et comment est-ce qu'on arrive à donner du lien entre l'ensemble de ces acteurs? Comment est-ce qu'on arrive à être sur de la prévention dès la petite enfance? Adrien Taquet a lancé, le secrétaire d'État à l'enfance a lancé les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc dès la petite enfance, comment est-ce qu'on a cette dynamique de prévention de tous les risques de santé, puisqu'effectivement on parle de risques de santé. Et l'idée véritablement pour moi aujourd'hui, c'est d'accompagner finalement ces politiques publiques et ce lien-là, encore une fois sans tabou. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais beaucoup de choses sont déjà faites. Beaucoup de plans, beaucoup de sujets, donc entre le budget de la sécurité sociale, entre Ma Santé 2022, entre les 1000 premiers jours de l'enfant, la stratégie autisme, j'en passe des meilleurs, mais on a tous ces dispositifs-là, que ce soit questions environnementales, puisqu'on a parlé des questions environnementales, mais elles sont extrêmement importantes, ces questions environnementales. On parle à l'Assemblée aussi beaucoup de ces perturbateurs endocriniens. Tous ces sujets-là sont évidemment interconnectés et il nous faut pouvoir donner du lien entre les sujets et entre les acteurs. Et c'est là le défi. Mais effectivement, un certain nombre de dispositifs permettant les innovations doivent permettre les initiatives territoriales. Et je crois qu'il ne faut pas s'en priver. On a besoin de ces initiatives. Et sur le territoire Grand Est, je ne reviendrai pas sur celle-ci, mais on a des initiatives qui sont très intéressantes et qui peuvent effectivement donner envie d'aller vers d'autres initiatives encore pour lier les acteurs et les sujets. Merci pour ce beau résumé. Quelques questions, 2 questions dans la salle si vous voulez bien avant qu'on se quitte. La première pour vous, Saïd Oumedour, une question polémique. Ne pourrait-on pas faire converger les programmes de prévention entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question. Non, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la prévention, les organismes complémentaires y contribuent, puisqu'il y a des dispositifs, évidemment, que l'assurance maladie prend en charge à 100% ou qui sont entièrement financés par l'État. Mais dans une autre partie des cas, il a été évoqué au début dans le discours du président, la question des actes consécutifs à des actions de prévention et qui sont pris en charge par le régime obligatoire, mais aussi par les complémentaires, et qui sont des actes complémentaires, par exemple, à des actes de dépistage centraux pour lesquels, là, on prend l'acte en lui-même à 100%. Donc, d'une part. D'autre part, si on prend les mutuelles étudiantes, par exemple, les complémentaires menaient des actions de prévention elles-mêmes. Elles avaient des programmes de prévention, des dispositifs de prévention destinés à leur public. D'ailleurs, l'intégration des régimes étudiants a été l'occasion pour nous de nous interroger sur ce qu'on pouvait mener en lien avec leur expérience vis-à-vis de ces publics-là. C'est ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine. Et ensuite, évidemment, mais elles ont leur propre autonomie pour déterminer si elles ont, en la matière, des questions, des problématiques de ce type-là à traiter. Elles ont en tout cas accepté de financer. Par exemple, si on prend l'exemple du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, qui va se déployer à partir de cette année, qui était déjà expérimenté dans 13 départements, on a décidé que l'acte central, qui est le frottis, serait pris en charge à 100% dès lors qu'il est réalisé dans le cadre du dépistage organisé, sur le risque, c'est-à-dire que
l'assurance maladie va le financer à 100%. Voilà. Mais les actes associés, c'est-à-dire que les actes associés, il aurait pu être question de les prendre en charge aussi à 100% uniquement par l'assurance maladie. Bon, ils sont pris en charge ensuite dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire que les complémentaires y contribuent. C'est un équilibre. Ça converge. Hein, oui, bien sûr que les complémentaires ont, comme l'assurance maladie, je dirais comme tous les Français, tout intérêt à ce que les concitoyens soient à la fois bien soignés, bien pris en charge, au bon moment, au bon endroit, par la bonne personne, dans une démarche préventive quand c'est nécessaire. Une question pour vous, Monsieur Laccueil. Quelle place pour la prévention dans la rémunération des PS? Quelle évolution prévue par rapport aux rémunérations des actes curatifs? Je pense que... Alors, j'ai apporté une petite piste peut-être un peu iconoclaste tout à l'heure en disant que les CPTS vont sûrement être amenés à faire revoir cette logique du médecin traitant et la façon dont cela s'accompagnera. Donc, ça sera peut-être l'occasion de redéfinir des forfaits un petit peu autrement, d'accompagnement. Et là, ça ira dans le sens que je crois que tout le monde souhaite ici. J'en profite pour dire en une demi-seconde que la question qui a été posée sur justement les complémentaires santé doit aussi s'articuler avec ce qu'a dit notre député sur cette articulation entre la santé au travail et la médecine de ville. On voit bien qu'en fait l'ensemble des acteurs agit de façon pas toujours coordonnée, mais avec des objectifs qui fondamentalement sont très convergents. Je crois qu'il faut donc que la meilleure efficacité se fait par la bonne connaissance, la bonne coordination et la bonne mise en commun de moyens quand c'est pertinent. Voilà, ça sera la conclusion vraiment de cette table ronde. Merci à tous. Merci bien. Nous allons continuer. Ah bon. D'accord. Alors, on va attaquer la deuxième table ronde avec Saïdou Medo. Vous êtes resté avec nous pour la CNAM, monsieur le sous-directeur responsable de la prévention. Est-ce que Pascal Henrietto, on vous a salué tout à l'heure, où étiez-vous? Eh bien, ici, directeur de la CPAM des Vosges, effectivement. Christian Pallas, directeur de l'UCCMP, qui nous rejoint aujourd'hui. Et donc, Michel Villaume, qui nous rejoint pour cette table ronde, autour justement de l'avenir des centres d'examen de santé et de leur place dans ce système de prévention qu'on vient d'évoquer. Saïdou Medour, vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, mais peut-être vous pouvez nous le redire. Quelle est la place des centres d'examen de santé dans la stratégie de prévention de la CNAM, hein? Vous l'avez évoqué, alors, mais si vous pouviez nous le rappeler en quelques points. Ça marche, oui. Alors, il y a une fiche de notre convention d'objectivation qui décrit très bien les objectifs qui sont recherchés et qu'on retrouve dans les objectifs que nos centres d'examen de santé contractualisent avec la Caisse nationale, pour lesquels on leur verse un certain nombre de budgets et finance un certain nombre de moyens. L'objectif, c'est d'accompagner nos concitoyens vers une prise en charge dans le parcours de soins, je veux dire, pertinente. Et donc, pour un certain nombre d'entre eux, ça c'est à la fois complexe, et donc, passer par un examen de prévention en santé qui permet à la fois de faire un état des lieux individualisé, et ça c'est l'impulsion qu'on a décidé de mettre collectivement en place tous ensemble avec l'ensemble des centres depuis quelques années, c'est-à-dire moduler en fonction de l'âge, des facteurs de risque, à travers un référentiel médical qui a été élaboré sur la base des recommandations de la Haute Autorité en Santé. Donc, le rôle des CES, c'est à la fois d'avoir une approche individualisée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le même type d'examen ou d'analyse biologique à un jeune de 16 ans et à une personne qui a 45 ans, où c'est là où on commence à surveiller sa glycémie, par exemple. On n'accompagne pas de la même façon un senior quand il arrive en centre d'examen de prévention, on regarde d'autres choses. Et donc ça, c'est une des compétences des personnels qui offrent dans les centres d'examen de santé, c'est d'accueillir de façon différenciée les personnes sur la base de recommandations solides, scientifiquement prouvées. Et on a, sur cette coche, construit, je dirais, l'adhésion collective à ce projet, qui est une évolution qui était nécessaire pour les centres d'examen de santé. Leur rôle, c'est par ailleurs d'accompagner les populations précaires au sens socio-économique. Donc on a fixé dans cette convention l'objectif d'accueillir une proportion de 60% de population précaire.
on a un certain nombre d'éléments d'information dans nos fichiers de l'assurance maladie qui nous permettent de déterminer si ces personnes sont précaires au sens économique, mais aussi si elles consomment peu ou pas de soins. Et quand elles ne consomment pas de soins, eh bien, ce sont soit des personnes qui sont en très bonne santé, ce qui est tout à fait possible, mais c'est souvent des personnes qui sont ce qu'on appelle éloignées du système de soins, c'est-à-dire qu'elles consultent peu, ne se soignent pas forcément quand il faudrait, surtout ne réalisent pas les dépistages pour lesquels il est recommandé qu'elles participent à certains âges. Voilà. Donc, comment cette stratégie au sein des centres de médecine préventive s'articule avec celle de l'assurance maladie? Ben, on y retrouve toutes les priorités de santé publique, hein, qui ne sont pas uniquement celles de l'assurance maladie. L'assurance maladie, son point fort, c'est d'être à l'articulation entre nos concitoyens, les assurés, et les professionnels de santé, de pouvoir s'adresser aux uns et aux autres, avec des messages, des rémunérations pour les médecins, pour les professionnels de santé, d'ailleurs tous les professionnels de santé, qui de plus en plus se sont développés dans le champ de la prévention, et pour les assurés, un certain nombre de messages de prévention dans leur compte assuré, à des moments importants de leur vie, des messages de compréhension, de pédagogie sur le système de soins. Les centres d'examen de santé, ils sont d'une certaine manière dans la déclinaison de ces politiques. De dépistage organisé, encore une fois, de lutte contre les addictions, d'éducation en santé au sens large, de collective, d'accompagnement individuel quand on détecte des problématiques de santé graves, voire très graves. Hein. Il y a des personnes chez qui on détecte à un moment donné qu'il y a vraiment une hypertension qui est totalement ignorée, des risques pour la santé de la personne, où là, on va l'accompagner rapidement vers une prise en charge. Mais c'est aussi un accompagnement au long cours. L'idée étant d'être le plus, je dirais, efficient, efficace possible. Hein. Ce n'est pas un vilain mot, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de revoir ensuite ces personnes régulièrement, éventuellement les revoir dans des intervalles de temps si elles le souhaitent, mais c'est surtout qu'ensuite elles prennent conscience qu'à la fois elles ont le droit d'être prises en charge, elles ont des droits, qu'il y a une communauté, on l'a dit tout à l'heure, qui est en train de s'organiser sur les territoires pour se coordonner et les prendre en charge de la façon la plus efficace. Mais pour certaines personnes, les CES, les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes, je dirais, les plus pertinents pour réaliser cet accompagnement individualisé. Ça demande des moyens. C'est pour ça qu'il faut cibler, entre guillemets, les personnes qui en ont le plus besoin, évidemment, et des personnes qui sont totalement autonomes, pour qui ces dispositifs sont moins importants. Oui, voilà. Doublon, donc voilà, l'approche, c'est un élément d'une stratégie globale qui est très important. On accueille quand même 500 000 personnes par an dans ces centres d'examen de santé. Et puis, sur une période de 5 ans, vous voyez le nombre de personnes que ça peut représenter différentes. Et c'est surtout, finalement, leur permettre d'acquérir une forme d'autonomie dans le système de soins. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les problématiques des déserts médicaux, où effectivement, il faut accompagner les personnes vers des centres de santé ou des médecins installés individuellement au cabinet qui acceptent de les prendre comme médecins traitants et qui prennent d'une certaine manière l'engagement ensuite de poursuivre leur accompagnement. C'est aussi la raison pour laquelle on a des personnes très engagées dans ces centres d'examen de santé, très engagées au sens que c'est une médecine qui est une action administrative, complémentaire et paramédicale, qui, je dirais, une forme de vocation. Voilà. Et donc, il y a une vraie culture de la médecine préventive. Tout à fait. Aussi, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'en parler avec les personnels du centre ici, mais si vous allez dans les autres centres d'examen de santé de l'assurance maladie, vous retrouverez ce même type d'engagement. Et c'est une culture de la prévention qu'on essaie de développer en s'ouvrant aussi vers l'extérieur. On accueille des services civiques dans nos centres d'examen de santé. On a candidaté pour le faire. On candidatera à terme pour accueillir des jeunes du service sanitaire, parce qu'il faut aussi créer des vocations dans le champ de la santé publique. Pour que la médecine préventive continue effectivement d'exister. Pascal Henrietto, vous dirigez actuellement la CPAM des Vosges, mais vous êtes l'ancien directeur de l'UCCMP. Qu'est-ce que vous retenez lorsque vous avez dirigé cet établissement entre 2009 et 2011 ? Beaucoup de plaisir. Je crois qu'on vous entend. Oui, ça marche. Oui. Oui, beaucoup de plaisir, mais quelques événements saillants quand même. Alors d'abord pour les gens qui ont administré, dirigé cette maison, et puis pour les salariés qui y travaillent, un moment important qui a été le passage du statut associatif, puisque le Centre de médecine préventive était une association et est devenu une union de caisse, donc un organisme de sécurité sociale. Ça a été un moment qui a participé aussi à sécuriser l'activité et la vie de cette maison pour ceux qui en connaissent l'histoire.
un moment difficile pour moi en tout cas, et pour les équipes de cette maison, c'est l'arrêt du remboursement des frais de déplacement par les caisses d'assurance maladie pour les assurés sociaux qui venaient jusqu'au centre, puisque ce centre a été construit sur un modèle relativement centralisé et la logique c'était la population se déplace jusque dans le centre de Nancy et puis ces quelques antennes qui n'étaient pas très très nombreuses. Et là le piège est mortel puisque si on ne fait rien, la population ne se déplacera plus jusqu'à ces lieux d'examen de santé et le modèle est quand même sérieusement mis en cause. Donc à ce moment-là, on se décentralise de façon très importante, on ouvre des antennes à Saint-Dié, Épinal en particulier, puisque les Vosges n'avaient pas du tout d'implantation d'antenne. On ouvre une antenne à Chaumont à l'époque qui était éloignée aussi, et puis au bout des 3 ans, on commence à discuter d'une implantation à Troyes. Et alors c'est un souvenir assez vif puisqu'il a fallu persuader, avant qu'on ne recrute sur place, les équipes, en particulier les équipes médicales qui travaillaient à Nancy, de se lever très tôt, de monter dans les voitures et de partir vers ces lieux décentralisés, ce qu'elles ont fait avec beaucoup de courage et de bonne volonté. Et je pense que ça a largement, à cette époque-là, participé à sauver cette maison d'un moment qui aurait pu être encore difficile. Ça a été aussi l'époque de la montée en puissance d'objectifs en matière d'examen de santé en direction de population fragile, puisque alors aujourd'hui c'est 60%, à l'époque c'était 40%, puis 50%. On a progressé peu à peu, ce qui a changé la logique aussi de fonctionnement de ce centre qui était ouvert à l'ensemble de la population de la région et qui, tout à coup, voyait son activité se tourner beaucoup plus vers les populations en situation de précarité. Oui, ça demande beaucoup d'adaptation. Oui, tout à fait. Une adaptation importante du centre, des personnels, des métiers, des compétences, bien entendu, de la façon d'inviter également. Tout à coup, on s'est beaucoup tourné vers le téléphone, par exemple, pour contacter les gens, les cibler et les inviter à l'examen périodique de santé, ce qui nouveau peut-être encore aujourd'hui d'avoir une plateforme téléphonique relativement performante à l'UCCMP, ce qui est une originalité dans le paysage des centres d'examen de santé. Un souvenir aussi, c'est l'arrêt de l'hémoculte, ce qui vient percuter l'équilibre du laboratoire du centre de médecine préventive, alors qui s'en est bien remis puisque, comment dirais-je, le centre s'est tourné vers d'autres marchés avec succès. Je le vois avec plaisir. Pour les gens qui travaillent dans cette maison, certains s'en souviennent, on abandonne au CHU d'autres cohortes Stanislas, la cohorte Stanislas qui a été un élément important de cette maison durant des années, une des rares cohortes françaises qui fonctionnait en particulier sur le risque cardiovasculaire. Et puis, on devient centre de vaccination dans un certain nombre de nos sites, et ce qui, depuis, a continué de se développer. Et c'est une grande et belle chose. Voilà, je vois que, alors à l'époque, qui n'est pas si lointaine quand même, on travaillait beaucoup sur le lien entre cette maison et les médecins de ville, les médecins libéraux, et ça reste, on le voit bien, un sujet de préoccupation très très important, avec ce débat jamais clos sur jusqu'où on intègre un peu le curatif à l'intérieur de nos maisons. Je sais qu'on a rêvé à un moment d'installer dans cette maison des fauteuils dentaires pour permettre de passer immédiatement de la phase prévention à la phase soins, puisque on sait bien que pour les personnes qui sont très en difficulté, si on peut faire quand on les tient, si je puis dire, c'est plus facile que de retourner voilà, les souvenirs un peu en désordre et sans hiérarchisation des éléments qui me viennent. Importance. Bon, Christian Pallas, c'est vous qui dirigez maintenant cet établissement depuis 2012. Ça fait donc 7 ans. Qu'est-ce qu'on retient de cette année-là? Je me souviens à mon arrivée, véritablement, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est l'engagement de l'ensemble des personnels pour la cause de la prévention, puisque parfois il s'agit bien d'une cause,
En tout cas, voilà, c'est cet engagement, moi, qui m'a vraiment marqué au début de ma prise de fonction. Ce que je retiens de cette année, puisque Pascal m'avait précédé à la direction de cette maison, c'est qu'effectivement, on a pu diversifier et parachever ce que Pascal avait commencé sur, en particulier, l'ouverture du site de Troyes, ce qui a permis de toucher une population qui n'avait pas de centre d'examen de santé immédiatement à proximité. Ce que je retiens également, c'est l'extension de la zone d'influence de notre laboratoire, puisque maintenant nous avons pu mutualiser avec le laboratoire de Mulhouse-Colmar qui a fermé. Et donc nous avons maintenant les examens des anciens sites, des sites que prenait auparavant Mulhouse-Colmar. Donc ça a permis aussi de garantir l'activité du labo et puis de garder un coût qui est économiquement viable. Donc ça, c'est un élément important. Et puis enfin, ce que je vois surtout aujourd'hui, c'est, on va dire, le fait que l'examen de prévention en santé ne soit plus seulement un acte médical ou paramédical, mais disons un acte en 3 temps, avec un premier temps d'accueil administratif et un socle de services administratifs qui est proposé, avec donc au centre cet examen médical et paramédical, et enfin, en 3e temps, des orientations qui aboutissent après soit à des propositions de prestations que nous faisons nous-mêmes ou que d'autres opérateurs font, et le cas échéant, un suivi. Donc, en gros, ce que je retiens aujourd'hui, c'est véritablement une professionnalisation de cet examen de santé, et tout ça, je le crois, pour le plus grand bénéfice de l'assuré social. Michel Villaume, vous qui êtes au conseil d'administration, quel est le rôle du conseil d'administration sur justement les axes, l'histoire, les axes maintenant du centre de médecine préventive? Oui, alors je suis au conseil d'administration, je crois que je sévis depuis maintenant une 12-14 années, puisque j'ai eu la chance de rencontrer M. Henrietto ici, puis M. Pallas, et ensuite il m'a été donné de présider cette digne assemblée. Alors, le conseil d'administration, M. Henrietto a souligné tout à l'heure un des événements qui l'ont marqué. Et à ce moment-là, le conseil d'administration a été interpellé aussi conjointement pour essayer de contribuer à trouver des solutions qui pourraient permettre, non pas de survivre, mais enfin de pallier à ce type d'événement. Alors la richesse du conseil d'administration, si je peux me permettre, c'est son étendue géographique, puisque nous sommes une union de caisses, on l'a rappelé, et il y a des représentants de l'ensemble des caisses adhérentes, ce qui fait donc à peu près, pas tout le territoire Grand Est, pas encore, mais je crois 7 départements, oui, c'est ça. La diversité également, puisque ces représentants au conseil d'administration sont issus de divers horizons. Nous avons des employeurs, des professions indépendantes, des représentants de salariés. Et donc, on voit bien qu'en fonction des sujets qui sont abordés, naturellement, les sensibilités se manifestent dans le conseil d'administration pour vérifier, le mot est peut-être un peu fort, mais pour s'assurer que les orientations choisies sont plutôt pertinentes. Et puis, ça n'a pas été encore dit, mais nous travaillons beaucoup avec des partenaires. Les populations que nous invitons sont souvent organisées au travers d'associations, je prends des missions locales, etc. etc. Et là, la connaissance justement des administrateurs du tissu local permet justement peut-être de faciliter le lien avec les partenaires. Voilà, c'est donc dans ce sens qu'agit le conseil d'administration. Pascal Henrietto, on en parlait tout à l'heure. On va revenir un petit peu sur vous, sur les Vosges. On parlait du développement de l'UCCMP et de ses services administratifs. Quelles vont être les collaborations avec la CPM des Vosges, la CPAM des Vosges? Alors, pour tout ce que je vais décrire là, c'est pas particulier à la CPAM des Vosges, c'est particulier à toutes les CPAM adhérentes de l'union de caisses. Sur le plan administratif, Christian Pallas le disait tout à l'heure, il y a un temps dans cette maison qui vise à repérer un certain nombre d'éléments, en particulier qui pourraient présenter des difficultés d'accès aux soins pour les personnes qui fréquentent cette maison. Donc, alors, il y a du repérage et du signalement aux caisses de personnes qui
ont besoin de soins, renoncent à un certain nombre de soins pour des raisons multiples et variées, tant on sait que le renoncement a des causes qui sont assez diverses, sans parler de complexité. Donc ça, le centre le fait très bien. Quelqu'un le disait tout à l'heure, les CES sont un des pourvoyeurs, entre guillemets, sans être péjoratif, des détections de personnes en difficulté d'accès aux soins pour les caisses primaires. Et c'est vrai aujourd'hui. Les caisses, si elles restent dans leur mur pour repérer le renoncement aux soins, n'y parviendront pas. Donc les CES sont un pilier de cette politique, en plus des partenariats qu'on peut mener effectivement sur les territoires. Et ils sont très importants. Vous êtes le prolongement en quelque sorte, et le bras armé de la CPAM en fait. Oui, alors c'est le bras armé des caisses pour le renoncement aux soins, pas le seul, mais un bras armé important, en tout cas significatif bien sûr. Les CES, le centre de médecine préventive, ouvrent des DMP de façon importante. Alors je le vois avec satisfaction. On n'a pas parlé du dossier médical partagé jusqu'à présent, un tout petit peu, mais je pense que c'est un outil qui, en matière de prévention, pourra nous aider. Et on parlait tout à l'heure d'éléments qui pourraient intégrer, de prévention, qui pourraient intégrer le DMP. Je pense au carnet de vaccination en particulier. Et puis à terme, des informations qui sont contenues dans le DMP et qui pourront être transformées en d'informations qui vont en direction des citoyens sur l'application TMP sur leur smartphone. Aujourd'hui, paradoxalement, on sait avertir un citoyen que le temps du contrôle technique de son véhicule est arrivé, que le temps de la vaccination de son animal favori est arrivé, mais pas qu'il est en train d'oublier, lui, son rappel vaccinal. Et je pense qu'on a des enjeux ou des examens de dépistage plus importants sur ce plan. Un partenariat alors, qui tient, cette fois-ci, qui est original, enfin, à ma connaissance en tout cas dans la région, qui montre bien ce qu'on peut construire entre une caisse et une maison comme celle-ci. On a fait le constat, on parlait tout à l'heure de vaccination contre la grippe dans les EHPAD, et en particulier du personnel des EHPAD, puisque j'allais dire, les résidents des EHPAD sont infiniment mieux vaccinés que le personnel qui est vacciné souvent entre 10, 15, 20% dans le meilleur des cas. Donc est très fréquemment porteur du virus. Bon, c'est documenté, et puis ça fait l'objet de quelques reportages dans la presse quand se passent des choses désagréables. On s'est rendu compte que dans les EHPAD, une des difficultés aujourd'hui, c'est de trouver une parole médicale crédible. Tant il est difficile pour les EHPAD de trouver des médecins coordonnateurs ou de faire venir des médecins de leur secteur dans des zones qui sont déficitaires en temps médical. Et on a noué un partenariat avec le centre, et un médecin du centre vient. Alors on a travaillé sur un des pays, des PETR de notre département, vient parler au personnel de ces EHPAD et les convaincre de vacciner, et mieux encore, à l'issue, vaccine directement, ce qui, ma foi, est plutôt efficace. Et on voit bien que c'est quelque chose de... On les tient, on les lâche pas. C'est quelque chose qui est intéressant à noter. Christian Pallas, comment on peut l'imaginer, l'examen de demain, l'examen de prévention de santé demain ? Alors l'examen de demain, il est déjà là, quasiment. En tout cas, une bonne partie est commencée, puisqu'on passe de l'examen périodique tel qu'il s'appelait avant de santé à l'examen de prévention santé. Cet examen de prévention santé, il est désormais normé ou quasi normé dans ce qu'on appelle l'EPS rénové, c'est-à-dire l'examen de prévention en santé rénové. En réalité, cet examen de prévention rénové, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a ces 3 temps, le temps administratif, le temps médical et le temps de l'orientation. Et au sein du temps médical, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est passé, parce que je pense que vous vous en souvenez, on disait, bah oui, mais les centres d'examen de santé, la médecine préventive, c'est un check-up, tout le monde fait la même chose, etc. Ça, c'était il y a 15 ans. Il y a 20 ans, en tout cas quand Pascal n'était pas là. C'était bien avant. Mais pourquoi il y avait cette espèce de propos sur les examens de santé? C'est tout simplement parce que très souvent, l'assuré social qui passe un examen de santé passait toute une batterie de tests.
un ECG pour tout le monde, une spirométrie, c'est-à-dire une mesure de souffle pour tout le monde, etc. etc. Or, avec l'examen de santé rénové, l'intérêt, c'est que tout va être individualisé en fonction en particulier de l'âge, du sexe de la personne et puis des risques qu'elle peut prendre. Et donc, tout le monde n'aura pas les mêmes examens, mais il va y avoir une modulation individuelle de l'examen. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps qui était perdu à faire systématiquement tous ces examens à tout le monde et qui ne servaient pas forcément à grand-chose, sera gagné pour, dans le cadre de cette individualisation, sera gagné pour faire une approche éducative de l'éducation en santé et enfin se concentrer pleinement sur l'assuré social. Donc on commence à y être, on y est presque. En tout cas, on avance bien et ça sera, c'est déjà à peu près pour nous entre 70 et 80%, on va dire, dans les faits. Il faut rajouter également que l'examen de santé rénové a de nouvelles thématiques, par exemple sur l'anxiété-dépression, etc., etc. Donc de nouveaux domaines peuvent être vus grâce au temps dégagé à la place des examens inutiles. Oui, s'adapter à de nouvelles problématiques. Pascal Henrietto, au niveau du département, comment la CPAM peut agir pour mobiliser un peu sur la thématique de la prévention ? Alors déjà, elle peut mobiliser ses moyens propres, puisque on travaille beaucoup sur la communication de messages de prévention en face à face dans nos accueils à travers des offres sur rebond qui sont ciblées en fonction du profil des personnes qui nous fréquentent. C'est pratiquement 10% de la population du département qui nous fréquente dans une année, donc c'est loin d'être négligeable. On utilise également le téléphone pour appeler des populations qui nous intéressent. Je pense en particulier aux bucco-dentaires, où on travaille beaucoup sur ces questions. On peut investir aussi les réseaux sociaux qui ont une force de frappe assez considérable, pour autant qu'on tente là aussi de segmenter les réseaux sociaux en fonction des âges, le Facebook étant pour les plus âgés d'entre nous, et puis après on descend en âge sur un certain nombre d'outils qui sont à destination en particulier des adolescents et des jeunes, encore pour le bucco-dentaire sur lesquels on travaille. Et puis bien entendu, le travail qu'on commence à faire, ça a été évoqué dans le cadre des communautés professionnelles, des CPTS, qui incluront un volet prévention dans leur programme de santé. Et là encore, c'est les professionnels d'un secteur qui diront sur quel sujet ils veulent travailler en fonction des connaissances qu'ils ont de leur secteur. On signe les premiers contrats avec les assistants médicaux. Et là aussi, ça pose la question de la répartition des activités au sein du cabinet médical, parce que je pense quand même que, alors on l'a dit, le temps médical est précieux, et après tout, il y a bien des messages qui relèvent soit de l'assistant médical, peut-être en préparant la consultation, soit des infirmières azalées, alors qu'ils sont un objet un peu particulier, alors très développé dans les Vosges, là aussi, puisqu'on est les champions de France des infirmières azalées, qui sont des infirmières mises à disposition des médecins et dont le travail est de discuter avec les patients sur un certain nombre de sujets, et en particulier les patients chroniques, mais on pourrait imaginer qu'on travaille sur d'autres thèmes de prévention. On a parlé également du travail que l'on fait aujourd'hui avec d'autres professionnels, je pense en particulier aux pharmaciens, puisque les pharmaciens, pour la première fois, vaccinent contre la grippe, alors, ce qui n'est pas sans provoquer des réactions. Ça fait partie des choses qu'on a à discuter avec nos professionnels dans les départements, tant les corporatismes sont extrêmement importants dans le domaine de la santé comme dans d'autres dans notre pays. Et on voit bien que dès qu'un professionnel de santé est autorisé à réaliser quelque chose qui d'ailleurs est plutôt peu fait par d'autres, malgré tout, ça suscite beaucoup de polémiques. Et on voit bien que la vaccination par les pharmaciens suscite beaucoup d'émoi chez les infirmiers. Voilà, en particulier. Donc on a, je pense, beaucoup à travailler dans les années qui viennent sur la prise en compte des messages de prévention par les différents professionnels de santé, pas simplement par les médecins, dans le cadre de l'exercice coordonné, le médecin devenant un peu un animateur d'une équipe qui est autour de lui. Et comment vous jugez l'implication des professionnels de santé vraiment dans la thématique prévention ? Alors, elle est tout à l'heure, oui, sur alors, si on regarde les générations, parce que les médecins qui s'installent aujourd'hui sont majoritairement des femmes.
Dans les foyers français, le vecteur porteur des messages de prévention sont souvent, oui, les femmes. Hein, c'est une réalité. Donc ça change quand même, je pense, la perception des médecins sur le terrain. Les médecins plus jeunes sont plus préoccupés, je pense, par ces questions de prévention. Leur activité est moindre. Et je pense que plus l'activité d'un médecin est importante, moins il a le temps de s'occuper de messages de prévention, parce que discuter avec quelqu'un d'une addiction 2 minutes, ça ne suffira pas. Il faut y consacrer du temps. Et là, on voit bien qu'on a un sujet. Puis la question de, d'ailleurs, est-ce que c'est au médecin de le faire pour le coup? Est-ce qu'une infirmière ne peut pas le faire à l'intérieur du cabinet? Et puis, on parlait de rémunération des médecins. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la rémunération sur objectif des médecins, qui est loin d'être négligeable, comporte, je crois, 12 indicateurs qui sont directement indexés à des sujets de prévention. Donc, d'ores et déjà, ils sont rémunérés sur ces questions de prévention. Alors, je pense que dans le cadre des CPTS, dans le cadre des nouveaux modes de rémunération, dans le cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'article 51, c'est-à-dire de ce qu'on va être capable d'apporter en matière de diversification des rémunérations, on incitera peut-être un peu plus les professionnels à travailler sur ce terrain. Mais la question de la répartition des rôles entre les professionnels dans une équipe, je crois, est tout à fait fondamentale, en tout cas pour le sujet de la prévention. Pas que, mais sur le sujet de la prévention. Pour son avenir, en tout cas, et pour son déploiement dans notre société. Des questions dans la salle? Peut-être? Ou alors une conclusion, Christian Pallas, comme vous voulez. Puis après, on fera la petite chanson. Oui. Alors, une conclusion sur la table ronde, parce qu'il reviendra au président Villaume de conclure, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense véritablement que l'UCCMP est un très bel outil au service de la prévention. Il le démontre tous les jours, au service des assurés sociaux. Je salue encore une fois l'engagement de l'ensemble des professionnels de santé, mais également des administratifs qui font que le travail est fait et bien fait dans cette maison. Et je voudrais terminer en disant qu'une entreprise ou un organisme qui fonctionne, c'est une entreprise qui a une âme. Et ici, il y a une âme. Michel Villaume, donc pour la conclusion de ces 2 tables rondes et de ces débats. Avant la chanson. Avant la chanson. Bah, vous y tenez, je vois bien. Hein. Bien sûr. Non, moi, pour la conclusion, elle sera brève. Déjà, je remercie les intervenants qui se sont pliés à l'exercice. J'étais ravi quand même, je n'en doutais pas un seul instant, qu'il y ait quand même une véritable cohérence entre les différents intervenants qui représentent les horizons très larges en matière de santé et de soins. Donc, les remercier. Et puis, saluer la qualité des échanges, parce que quand même, force est de constater que les échanges ont été fructueux. Je ne doute pas qu'un certain nombre de présents dans la salle, le sujet de la prévention leur était plutôt familier. Mais toutefois, c'est quand même... j'allais dire réconfortant cette cohérence. Bien. Alors, encore un certain nombre de questions restent. On l'a évoqué tout à l'heure. La question du DMP, on en a très peu parlé, mais ce n'était pas forcément le sujet. Mais je pense que l'outil DMP dans la prévention revêtira une importance à terme. Et puis, alors, pour le coup, saluer quand même... Je l'ai dit en préambule de mon intervention tout à l'heure, la qualité du travail des personnels qui font fonctionner cette entreprise, cette maison. Je crois que ça va au-delà d'un métier, c'est à certains moments une vraie vocation tournée justement vers la prévention, vers la santé publique. Voilà, ce sera ma conclusion avant de conclure peut-être par un échange encore plus convivial, dirons-nous. Tout à fait, un petit joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la médecine préventive, joyeux anniversaire. Merci à tous, vraiment. Madame merci. Loricnet, hein. Merci.
Le verre de l'amitié vous attend. Je vais vous demander de sortir de la salle avec tout. On ne laisse rien dans la salle parce qu'il y a encore des choses à installer pour la suite des festivités. Et rendez-vous dans le hall.